I love it. Listen. Radiopirate.com. Radiopirate.com. Radio Pirate. OK, on est là pour l'édition du jeudi. My God! Ça va bien vite. Ça va. Je sais pas pourquoi. Ça va vite. Je trouve que le temps passe vite. Ben moi, j'aime ça parce qu'on lance le week-end. Oui. Et aussi, je vous l'ai dit ce matin sur Radio Pirate Prime, pour les gens qui veulent devenir membres avec nous autres, il y a des petites promotions du temps des fêtes. Allez voir sur radiopirate.com. On a la permission de manger un burger ce soir. Parce que c'est jeudi. Ma blonde a des histoires. Je ne vais pas vous conter ça en détail parce que je vais prendre 20 minutes pour vous compter. Là. Mais ma blonde a dit un burger, c'est le cochon le lundi, mardi, mercredi. C'est pas assez hot pour un vendredi ou un samedi ou un dimanche. La soirée pour manger un burger maison, c'est le jeudi. Donc là, un matin, j'ai dit, ben là, chérie, on a-tu le droit de manger un burger à soir? Elle dit, oui, j'ai tout ce qu'il faut. J'ai la viande, j'ai des pains brioches, j'ai tout ce qu'il faut. On mange un burger. Donc, je mange un burger. On lance le week-end. On peut, je ne sais même pas ce qu'il a écouté à soir. On a une game de football, c'est sûr. Il y a le Canadien. Encore, back-to-back, le Canadien? Ben oui, les Canadiens, ils reçoivent les Ducks. Oh! Les canards. Oui, les canards. Ça a été une drôle de game hier. Drôle de game. Oui, L'arbitrage commence à me faire chier un peu, by the way. Là. Ça commence à être... C'est des affaires, tu dis, voyons, il n'y a pas de pénalité là, jamais. C'est quoi? C'est pas parce que c'est le Canadien. Des fois, c'est l'inverse. Des fois, moi, je suis assez... Tu sais, je suis partisan du CH, mais je suis assez juste pour dire des fois, ben là, ils ont charrié un peu. Ça commence à être tannant. La NFL, c'est pareil. Je sais pas pour le soccer, j'ai pas suivi ben. Go les Bleus, go! En passant, go les Bleus. Pas en tout. Je prends pour les Bleus poudre contre les Blancs. Avec les Blancs, mais les Bleus foncés, je veux rien savoir. Toi, tu prends pour les manger de viande, là. Oui. Moi, je veux manger du steak. Oui. Si jamais l'Argentine gagne, qui est l'une des capitales mondiales du steak, Tu t'achètes une vache. Tu t'achètes, j'essaie de me trouver un steak. Je pense que chez Whole Food, il y en a. Ou encore, j'ai Sprout, ça s'appelle. Je pense qu'ils ont, oui, tu peux avoir un bon bœuf américain, tu peux avoir un bœuf canadien, tu peux avoir un bœuf australien. Mais je pense qu'ils ont, parce qu'il y a une communauté d'Argentine assez nombreuse ici. Donc, je pense qu'ils ont un bon steak de l'Argentine réputé dans le monde entier. Donc, si jamais l'Argentine bat les Français, parce que les Marocains ont choqué hier, ben, regarde, on va manger du steak. Il y a beaucoup de steakhouse, genre le steakhouse style argentin, justement. En Floride, il y en a plusieurs. Là. Oui. Je vois des fieros. Ben, la communauté argentine est très, très nombreuse. Oui, les fieros, les concechas. Donc, c'est des steakhouse réputés là, dans ton Oui. coin. Oui, exact. Je ne suis pas très soccer. Je parle de ça. Hier, Les m'appelle. On a commencé à parler 10 minutes de soccer. C'est quand même bizarre. Donc, tu sais, j'essaie de m'y intéresser. Je fais un effort au moins. Donc, ce que je faisais pas avant. Donc, j'essaie. Là, c'est un peu à cause de vous autres aussi. Mais toutes les histoires alentour, c'est intéressant. Je veux pas. Bon. Hey, est-ce qu'on parle de la tempête? Est-ce qu'on parle, pas du golf, mais on parle de la vraie tempête? Est-ce qu'il y a une tempête qui s'en vient? Je l'ai parlé sur Radio Pirate Prime. Je n'en ai pas parlé sur Radio Pirate Live hier, mais si vous voulez avoir de l'information, c'est sûr que notre chum Carlos Ramirez sur Twitter va vous donner des cartes de temps en temps, quoique Carlos vit des moments difficiles avec son père qui est malade puis qui semble avoir des complications assez sérieuses. Donc, la tête n'est pas toute là, le cœur non plus, mais il va essayer de nous fournir. Il l'a fait hier et il devrait le faire également dans les prochains jours parce que plus on va avancer vers la tempête, plus on va savoir sa trajectoire et plus on va avoir les quantités de neige exactes. Parce que quand on regarde les différents modèles européens ou encore américains ou encore le bilan d'Environnement Canada, on voit des chiffres un peu différents d'une place à l'autre. Mais gagez donc peut-être un 25-30 cm du côté de Montréal, peut-être une vingtaine de centimètres, 18, 19, 20 cm du côté de Québec. Donc, beaucoup moins pire que certaines régions. Parce que si vous allez plus au sud, vous allez avoir des quantités plus importantes. Il y a des endroits qu'on va avoir du 40 cm. Donc, est-ce que la Beauce sera plus touchée? Donc, si vous êtes en Beauce, regardez les quantités de neige sur les maps, sur les cartes qui s'en viennent. Vous avez les cartes de Carlos sur son Twitter, Carlos Ramirez. Puis, comme vous voyez, il y a des endroits, effectivement, qui semblent qui ne sont pas épargnés du tout. Donc, le long du fleuve,
Ça va juste faire un Noël blanc. Ça, s'il y avait du stress pour le Noël blanc, on l'aura. N'oubliez pas que dans une semaine, c'est notre dernière. Dans une semaine, c'est notre dernière pour le temps des fêtes. Oui. On va revenir le 11 janvier, qui sera un mercredi également. Donc, dans une semaine, c'est pas une semaine jour pour jour, parce que c'est mercredi qu'on finit. Et on sera là mercredi. Mais mercredi, c'est une journée importante. C'est pas le lancement de l'hiver officiellement, mais c'est le début de la prolongation des journées. C'est la fin de moins de lumière le jour et de plus en plus de lumière. C'est ça, de plus en plus de lumière. Plus les jours vont avancer en janvier et plus on aura de lumière. Ça, c'est la bonne nouvelle. Ça, c'est une bonne nouvelle. Ça, c'est une bonne nouvelle. Hey, tiens, on garoche des sujets. On va lancer le week-end. On a Éric Duhem qui est stand-by dans le bloc numéro 3, je pense. On a Gilles Parent, le 2 pour 1 s'en vient dans les prochaines minutes. On va jaser pas mal. On a jasé pas mal avec Gilles également dans le Prime. Quasiment 1 heure avec Gilles ce matin. Et je sais que c'est pas un sujet touché, dans le sens que c'est pas sexy. Tu sais, c'est pas comme parler de ribs, ou c'est pas comme parler de bière. C'est c'est pas du placotage, le fun. C'est un peu plus... c'est moins un sujet que les gens aiment, mais c'est probablement le sujet le plus important, c'est l'éducation. Puis on a fait le tour avec Gilles ce matin. On a vraiment fait une belle ride. Donc, si ça vous tente de vous joindre à nous autres, devenez un vrai pirate et allez vous inscrire sur radiopirate.com. Les différents sujets que j'ai... D'abord, commençons tout de suite par les gros questionnements existentiels. Je vois que dans nos médias québécois, puis je ne sais pas si on est dans les Dome News ou on est dans un début de poubelle qu'on pourrait finir dans le dernier bloc quand on va lancer le week-end avec l'aubergiste et qu'on fera un mélange de boîtes. Mais tu sais, je vais mélanger toutes sortes de sujets là-dedans parce qu'il y a des affaires pas pires. Mais l'anxiété climatique est tellement rendue capotée que les Français dans le Huffington Post, parce que le Huffington Post québécois a fait faillite, ce qui est une excellente nouvelle, parce que on a affaire dans le Huffington Post, peu importe l'édition que vous lisez, c'est des gens qui ont besoin de pilules. Ça, c'est des gens qui ont besoin d'une boîte de pilules parce que c'est des gens qui ne filent pas pantoute. Et dans le Huffington Post français, est-ce que les Français mangent beaucoup de... Je te pose la question, Jerry. Est-ce que les Français aiment beaucoup la raclette? Oui. Oh oui, ça c'est sûr. Je pense que c'est des gros mangeurs de fromage en général. À la base, c'est des gros mangeurs de fromage. Et comment ça appelle ça, les viandes... toutes les viandes, là, le jambon. Les charcuteries. Donc, toutes les charcuteries. Exactement. Voilà, les charcuteries. Oui, beaucoup. Donc, raclette mur à mur en France. Eh bien là, à l'heure du bilan carbonique, alors que les Français se gèlent le cul en ce moment encore, parce que l'Europe gèle depuis quelques semaines, et que le chauffage est limité pour les gens qui sont allés en France récemment, il paraît que c'est l'enfer. Les Français, on leur demande pour le bilan carbone de moins manger de raclette parce que le bilan carbonique de la raclette, il est vraiment ordinaire. Excusez-moi, là. Non, ils sont complètement cinglés. Okay. C'est-tu parce que les gens ont des genres de petits poêles puis qui font fondre leur fromage sur la table? Tu sais, en fait de compte, là, c'est un peu ça, la raclette. Là, ça veut dire que tu as quelque chose qui chauffe, là, en fin de compte. Donc, faut manger toute frette ou quoi? C'est quoi l'histoire, là? Faut rien chauffer. Je sais pas c'est quoi la patente. Moi, je suis pas sûr. Je sais pas c'est quoi, mais on va dire de quoi ils sont... là, les autres, c'est parce qu'ils calculent la viande. T'sais, ils se disent, bon, ben la viande, il y a des cochons, il y a des ci, il y a des ça. Donc, ils calculent toute la patente. Ils calculent les vaches pour le lait. Ils calculent l'électricité que ça prend pour faire chauffer la patente pendant 2 heures de temps parce qu'on traîne quand on mange ça. Donc, non, c'est de la maladie mentale, là. C'est carrément de la maladie mentale. C'est pas d'autre chose que ça. Moi, je suis pas sûr, pas en tout, que c'est une bonne idée de s'attaquer à la bouffe des Français, là. Ben, en tout cas, c'est les Français qui le font eux autres mêmes. Ben, donc, ils font eux autres mêmes, là, mais c'est pas le peuple qui fait ça, là. Non, c'est pas le peuple qui fait ça. Dans les autres sujets, bon, ben, il y en a plein, là. Il y en a beaucoup. Il y a des histoires sur... je vous dirais, il y a des histoires sur, entre autres... c'est un sujet plate, là. Parce que c'est un sujet qu'on doit parler, mais en même temps, c'est parce qu'il y a eu mort d'enfants. OK? Donc, un des sujets... Et ça, c'est une Dome News. Ça, c'est clair que c'est une Dome News parce que on fait ça tout le temps. OK? Il arrive une histoire... Et là, ça devient l'histoire des histoires. Tu sais, c'est pas la première enfant qui meurt.
Puis c'est plate de dire ça, parce qu'il y a des enfants partout sur la boule qui meurent. Pendant qu'on se parle là, il y en a. Il y a plus de vieux qui meurent, mais il y a des enfants qui meurent aussi. On aimerait ça qu'il n'y en ait pas qui meurent, mais je veux dire, pour toutes sortes de raisons, il y en a qui meurent. Et là, ben, à la sauce québécoise, beaucoup de télévisions à remplir, beaucoup de sites Internet à remplir, beaucoup d'affaires à remplir, de nouvelles 24 heures sans arrêt. Donc, dans ce temps-là, quand il arrive une opportunité de même, les médias sautent là-dessus comme je te dirais, une corneille saute sur un chevreuil qui s'est fait frapper sur le long de l'autoroute. Là. C'est l'enfer. Pour eux autres, c'est une opportunité d'abord de s'amuser et d'étirer le sujet. Je comprends que c'est pas le fun de parler de ça quand il y a eu mort d'une jeune fille de 7 ans, puis en plus, c'est une Ukrainienne, donc elle était ici pour se sauver de la guerre, puis être en sécurité, puis finalement, elle s'est fait tuer. C'est une histoire atroce. Mais il y a des gens qui utilisent cette histoire-là pour faire du millage. C'est complètement dégueulasse. Mais le pire, c'est qu'il y a des gens là-dedans qui utilisent cette histoire-là pour, pire que ça, utilisent cette histoire-là pour leur maladie mentale green. Donc, c'est l'occasion pour eux autres de questionner la place de l'auto sur l'île de Montréal. Donc, my God. Ouais, puis là, la mairesse était interrogée par Radio-Canada sur le sujet parce qu'elle traite... d'abord, c'est une hyper émotive. Elle n'est pas juste communiste, c'est une hyper émotive. Et là, elle a été questionnée là-dessus. Qu'est-ce qu'on fait avec les chars là, à Montréal? Qu'est-ce qu'on fait? On les écœure-tu? On les bannit-tu? Et là, elle a répondu à l'émission de Patrice. C'est-tu Patrice ou Patrick Roy? C'est Patrice Roy. Ouais, Patrick Roy, il joue au hockey. Là. OK, Patrick Roy, c'est le gars de hockey. Patrice Roy, c'est le gars de nouvelles. Patrick, c'est le alpha. Oui. Et lui, c'est le gars qui parle. Bon, ici, les voitures. Donc, écoutons ce qu'elle avait à dire. Aussi de bloquer la ville en mettant trop d'entraves aux automobilistes. Mais écoutez, c'est intéressant votre question. C'est pas tant d'avoir peur, c'est d'être consciente qu'il va en a. Autant on va avoir de la pression, par exemple, du milieu du camionnage qui dit qu'il faut qu'on puisse passer quelque part. Puis vous avez raison. Ben oui, mais il faut. Vous me répondrez ça. Oui, mais moi, ce que j'essaie de vous dire, c'est que la meilleure façon, puis ça, c'est des études qui le disent, là, pour qu'il n'y ait plus de collisions mortelles ou qu'il n'y en ait presque plus, parce que vos chiffres sont très parlants, là, il faut qu'il y ait moins de véhicules sur les routes, puis il faut rouler moins vite. On peut parler de la vitesse, puis on peut en parler tant que vous voulez, M. Roy. Mais à un moment donné, il va falloir se parler de est-ce que c'est normal qu'il y ait toujours plus de voitures à Montréal? À un moment donné, c'est non. Et encore une fois, quand une ville a été faite comme le centre-ville, où on a mis un pont qui sort en plein milieu d'un quartier densément peuplé, il faut se poser des questions. Mais les choix, il va falloir que le lendemain matin, quand les voitures vont avoir de la difficulté à circuler, il va falloir que les gens se rappellent qu'on le fait pour les piétons, on le fait pour les personnes aînées, on le fait pour Maria, puis on le fait pour tout le monde. Donc, le message est clair. Valérie Plante, aidée du gouvernement, va bannir les voitures. En tout cas, ils vont écœurer les voitures et ils vont limiter les voitures sur l'île. Si vous pensez que Montréal est déserté, si vous pensez que Montréal s'est appauvri dans les dernières années et que les gens se sont sauvés vers les banlieues, watch out ce qui va arriver dans les 10-15 prochaines années avec ces idées de malades-là. Ils ne voient pas les conséquences de ça, ils ne voient pas. Puis anyway, ils se disent, bon, mais qu'on soit pauvre, on va demander de l'argent au gouvernement, ils vont nous en envoyer. C'est ça. Mais c'est des conséquences terribles. Et c'est clair que pour elle, tu sais, je veux dire, ça, c'est des réflexions complètement insignifiantes. Je veux dire, il y a des morts d'enfants à tous les étés qui meurent dans des piscines. L'enfant sort par la porte patio, la porte de la piscine est ouverte, finalement tombe dans la piscine, les parents arrivent. L'enfant est dans le fond, essaie de réanimer, l'enfant meurt. Des histoires terribles. Puis, les piscines ne sont pas bannies. Je veux dire, on n'a pas... Oui, on essaie de rajouter des règles, on essaie de rajouter des histoires de clôture, etc. Ça a été retardé, d'ailleurs, cette règle-là, parce que les clôtures étaient trop chères. Mais, je veux dire, tu sais, il y a des enfants il y a des jeunes ados qui se font poignarder dans des rues ou dans des cours parce qu'il y a des histoires de gangs de rue. On n'empêche pas les gens d'avoir des couteaux dans leur tiroir de cuisine. Tu sais, à un moment donné, je veux dire, les voitures, on se promène pas en voiture pour faire des courses de Formule 1 dans la ville de Montréal. Les gens se déplacent en voiture parce qu'ils ont besoin de se déplacer en voiture. Ils ont besoin de le faire. Donc, ça, c'est quand même assez spécial de voir ça, que la solution pour Mme Plante, c'est moins de voitures. En fait, ce que je veux vous dire, c'est qu'ils utilisent la mort de cette jeune fille-là, cette jeune Ukrainienne de 7 ans qui a été tuée dans une patente qui pourrait se régler. On a juste à prendre les règles du 30 km/h dans les zones scolaires et à les faire respecter pour vrai. Ça, c'est la chose essentielle.
Partout ailleurs en Amérique, si vous passez à 32 km/h dans une zone scolaire, vous avez un ticket. Là. Mais disons, ça a toujours été une genre de joke. Ça a toujours été, ouais, c'est une zone scolaire, c'est 30, mais sur la 40, c'est pas grave. Donc, il est arrivé ce qui est arrivé, c'est très triste. Mais les verdoyants se servent en ce moment. Ils se servent en ce moment de ce qui est arrivé à cette jeune fille-là pour passer leur agenda green. Excusez-moi, c'est un manque de classe, c'est un manque de cœur, c'est un manque d'empathie. S'il vous plaît, vos gueules, attendez un peu, calmez-vous les nerfs. C'est toujours comme ça au Québec. À chaque fois qu'il arrive quelque chose, on veut tout revirer de bord parce qu'il vient d'arriver une seule affaire. Je veux juste vous répéter une patente qui est arrivée au Québec il y a quelques années, Jerry, quand il est arrivé l'histoire de la dame qui nous a fait croire qu'elle avait été agressée dans un halte routière le long de l'autoroute 20, dans le coin du bas du fleuve. Dans le coin de Montmagny, je pense. Dans le coin de Montmagny, c'est ça, exactement. Et là, on avait dit, il faut absolument il faut mettre des caméras dans toutes les haltes routières, puis il faut mettre des polices de carton, de sécurité. de garda. Il faut les sécuriser 24 heures sur 24. Ça, c'était ça, la recommandation. Et 1 an plus tard, les policiers, à force de questionner la victime, se sont rendus compte que... Puis on avait un portrait robot là, du gars. Là. Il y avait un portrait robot inventé par la dame. Oui, ça c'est quand même assez capoté. Et cette personne-là, finalement, a déballé tout, a demandé la vérité. Il n'y a jamais eu d'agression. Et là, on avait débattu de ça pendant des semaines et des semaines. On était prêt à sortir des millions de dollars. Donc, calmons-nous. Et on est IMO ici, c'est incroyable. On est IMO et on est à limite un peu perdu. Je pense qu'on est perdu. On se cherche une raison de... On se cherche une raison d'essayer de faire quelque chose pour être bien à la fin de la journée. Je pense qu'on est un peuple carrément perdu et c'est pour ça qu'on est le même. L'autre sujet que je veux vous parler, puis c'est Jerry qui va m'en parler, puis lui non plus, c'est pas dans sa boîte à lui parce que je trouve que c'est un bon sujet d'ouverture. Peux-tu me raconter l'histoire du gars qui travaillait avec Biden? Pas quelque chose qui est peut-être connu au Québec, mais bien raconté, l'histoire mérite d'être entendue. Je veux que tu me racontes un peu l'histoire. Le gars s'appelle Sam Britton. Donc, Britton, qui est un haut fonctionnaire, c'est comme ça qu'il faut l'appeler. Le gars, c'est un spécialiste de l'énergie nucléaire. Puis ça. Le gars, c'est vraiment un spécialiste. Lui, il était engagé, justement. Sauf que c'est quelqu'un de différent. On va dire comme ça. Lui, c'est un grand. Puis depuis longtemps, Jeff, depuis très longtemps, lui, c'est un militant LGBTQA+, OK? Il se dit non-binaire. Donc, quand tu regardes Britton, tu le regardes, le gars, lui, il travaillait avec une robe, là. Il travaillait avec une robe, maquillée, puis il ressemble à Stéphane Bruyère, mais avec du rouge à lèvres bleu. C'est ça, chauve. Le gars, il avait un style vraiment, un style... comment dire, assez éclaté quand même. Et là, l'affaire, c'est que ce gars-là, pas de problème. Lui, il fait sa job, puis il était là. Mais il y a une affaire de bizarre. L'affaire, c'est que... Mais avant, est-ce que je peux te poser la question suivante? Oui. Est-ce que tu penses que ce gars-là a été engagé? Mettons qu'il y en a 20 gars comme lui dans le pays. Est-ce que tu penses que ce gars-là a gagné sa job parce qu'il était meilleur que les 19 autres? Ou on a voulu faire un statement politique de la part des démocrates en engageant ce gars-là, puis en mettant un gars qui dit qu'il n'y a ni un gars ni une femme et qu'il se met du rouge à lèvres bleu. Est-ce que tu penses qu'on a pris le meilleur ou on a fait un statement pour montrer notre agenda qu'on allait appliquer dans les Tu veux savoir ce que je pense? Moi, je pense qu'ils ont fait un statement. Mais j'espère qu'ils ont pris le meilleur. Parce que quand tu es un spécialiste d'une énergie nucléaire, on s'entend-tu que tu as des faut être les meilleurs, là, en fait, parce que là, on tombe dans un domaine assez pointu. Mais l'histoire de Britton, il est là. C'est que le gars, lui, il a affaire à voyager. Hein? C'est un haut fonctionnaire. Il voyage, il se promène, prend l'avion. Et à un moment donné, il se fait pogner à voler une valise. À l'aéroport, tu arrives au carrousel, et lui, il vole une valise. Mais c'est pas arrivé une fois. C'est arrivé 2 fois qu'il a volé des valises. Genre de valises un peu fleuries, là. Est-ce que la première fois, c'est avant qu'ils soient engagés? La première fois, non, je pense qu'il était engagé déjà. Oh, wow. Je pense qu'il y a eu un genre de break la première fois, il me semble.
Je vois de mémoire, là. Mais lui, il aimait beaucoup les valises. Je pense que c'est Vera Bradley, la marque. Vera Bradley, c'est un brand. C'est très, très fleuri. C'est très beau, les affaires Vera Bradley. Mais c'est très féminin. C'est très, très féminin. Donc, lui, donc, il a volé. Il y a du linge de femme, donc c'est du linge qu'il va pouvoir porter. Et en plus, il se ramasse avec une valise chère qui est très à la mode. C'est ça. Et voilà. Donc, là, le gars, il se fait pogner à voler des valises. Mais c'est voler des valises, c'est pas... Ça veut dire, Là, il s'est fait congédier de sa job. C'est tout à fait normal. Et là, ce qui arrive, c'est que il va passer devant le tribunal. Justement, je pense qu'il a passé, je pense que c'est aujourd'hui qu'il passait, ou c'est demain, je ne sais pas trop, devant le tribunal. C'est à Las Vegas là, qui est passé devant le tribunal. Là, il demande une caution de 15 000 $. Puis le gars, la personne non-binaire, elle va pouvoir sortir. Ça paye son 15 000. Mais je me pose une question. Parce que lui, il est passible de 10 000 $ d'amende. Ça, c'est le minimum. À 5 ans de prison. Mais mettons il pogne 1 an de prison pour vol de valise. Oui. S'il pogne 1 an de prison, il va dans quelle prison? Hein? Ben, c'est une question qui se pose. Ça se pose très, très bien. Ben oui, moi, j'aime ça. Moi, j'ai hâte de voir. Est-ce que tu veux me poser la question à moi? Si tu m'as une réponse très, très simple? Ben, moi, je pense qu'il va aller dans une prison pour hommes. Ben, habituellement, quand quelqu'un rentre dans une prison, une des premières affaires qu'on fait, c'est qu'ils le mettent tout nu puis ils font prendre une douche pour être sûr qu'il n'y a rien dedans. Ça, ils sont obligés de le faire, de tout surveiller. Là. À partir de là, c'est très simple. S'il y a un pénis, il est dans la prison de gars. S'il y a une vulve, il est dans une prison de femme. Ça finit là. Ben, je pense que ça va finir comme ça. Ça peut pas être plus simple que ça, là. Oui, mais je sais, mais là, moi, je pense que lui va demander... Non, mais ça, là... Non, mais... C'est des histoires, là. On embarque là-dedans, puis c'est correct, là. Les gens font ce qu'ils veulent et ils se définissent comme ils veulent. Exactement. On joue une game, là. Il y a une game que des gens dans lesquels ils embarquent, puis c'est correct, là. Tu sais, je veux dire, moi, les gens font ce qu'ils veulent. On fait ce qu'on veut. On fait ce qu'on veut dans la vie. Tu arrives à la maison, tu veux te mettre t'es un gars, tu veux te mettre des souliers hauts, puis tu veux te mettre du linge de femme. Il n'y a aucun problème. I don't care. Mais une fois que le party est fini, une fois que t'es pas à la maison, une fois que même au bureau, tu peux arriver à bien fille. Je veux dire, regarde, s'il y en a qui veulent aller jusque-là, moi, ça m'arrivera pas, là. Mais lui, Britton, il travaillait à Bienfait. Donc, lui, dans sa vie normale, ça veut dire, ça ne l'a pas empêché de travailler pour le gouvernement puis d'avoir la grosse job. Ça ne l'a pas empêché du tout. Mais là, s'il est condamné à 2 ans de prison, parce que le gars, ça fait 2 fois quand même, là. Puis, by the way, c'est un gars, vol, là, c'est pas rien, là. Voler, c'est pas rien, là. Et s'il est condamné, c'est là qu'on va voir la fin de la patente. C'est ça que je veux dire. À un moment donné, il y a comme une réalité qui arrive, là. Boum! La réalité, elle cogne à la porte. Il y a 2 sortes de prisons. Puis il n'y a pas de prison non-binaire encore. Ils n'ont pas bossé encore. Donc, il y a 2 sortes de prisons. Il y en a, ben regarde, ce sera... mais il n'y en a pas. Si on me demande de voter pour ça, ce sera non. Là. Dans mon budget, je pense qu'on en donne assez pour que les prisons normales soient bien financées puis qu'il manque de place justement dans ces prisons-là. Si on commence à jouer pour avoir du fun, là je vais m'opposer. Mais moi, je suis le premier là, à... J'ai aucun problème avec ce que les gens font. Les gens veulent se définir comme ils veulent. Mais à un moment donné, la game, le jeu, est fini. Là. Le jeu est fini. Là, il va finir. À un moment donné, la game a fini. Oui, OK. Hier, dans le bar, t'étais une fille. Mais là, aujourd'hui, c'est quelque chose de plus sérieux. Là, on vient aux affaires. Là. Donc là, l'Halloween, c'est fini. Là. OK? Donc, malheureusement pour lui, c'est une prison de gars. Là. Je pense que c'est là que ça va finir. Tu sais, le wokisme, là, c'est une farce, là. Pas pour vrai, là. Je veux dire, c'est nous autres qui a commencé à donner de l'importance à ça parce que les profs d'université et les médias ont tombé là-dedans, puis les politiciens ont embrassé ça parce que les politiciens sont de même, sont faits de même. Mais la vraie histoire, c'est que le wokisme... Trump disait, chaque fois qu'il arrive du woke quelque part, ça vire en marde. Il y a le gars de la Floride qui a dit, le wokisme vient en Floride pour mourir. Et moi, ce que je vous dis, c'est que le wokisme, c'est une farce, là. Tout ce qui est relié au wokisme, c'est pas vrai, là. C'est nous autres qui a donné de l'importance.
Mais là, à un moment donné, le party est fini. Et quand ça devient sérieux, quand tu as besoin d'un passeport, quand tu as besoin de ci, quand tu as besoin de ça, quand tu as besoin de... Justement, ça peut pas... Tu sais, je veux dire, le gars veut aller faire un sport de filles, c'est non. Il y en a qui disent oui. Non, c'est non. C'est non, c'est ça. C'est non. C'est non. Oui, mais lui, il dit qu'il n'est pas fille, il n'est pas rien. Mais là, il n'y a pas de catégorie ni pour rien. Il faut qu'il choisisse un bord. Ben là, il s'habille en fille, il va aller il va aller faire de la natation avec des filles. Non. Non. C'est tout. Donc, la récréation et le jeu, c'est un jeu, le wokisme. C'est un jeu, là. C'est un jeu, une patente comique, c'est une patente de clown, mais à un moment donné, ça doit finir. Merci pour... Yes. Je regarde le temps passer. Oui, le temps passe vite. Le temps passe. Le producteur, il y a les invités attendent. Les invités se bousculent. Ouais, le producteur a la goutte au nez, comme on dirait. Donc, on revient dans quelques instants ici même sur Radio Pirate Live. Gilles Parent, le 2 pour 1 après. On a Éric Duhem. Et on a également le lancement du week-end avec l'Aubergiste aujourd'hui. Un petit jeudi. Radiopirate.com. Fresh 100%. 100% pirate. Radio Pirate. Do you like it? Yeah! 100%. Pirate. Dans quelques instants, on a Éric Duhem sur Radio Pirate Live. La boîte à Jerry et aussi le lancement officiel du week-end avec l'Aubergiste, parce qu'on est jeudi, bien sûr. Et c'est le 2 pour 1 live avec Gilles Parent maintenant. Le 2 pour 1 avec Jeff et Gilles Parent vous est présenté par G-Solutions Fissures, spécialisé dans la réparation de fondations avec ou sans excavation depuis 2010. Yes. G-Solutions Fissures, Québec et maintenant Montérégie. Pour plus de détails, visitez-nous à g-solutionfissures.com ou 1-833-FISSURES. Hey Gilles, comment tu vas mon ami Gilles? On a eu une grosse discussion matin sur Radio Pirate Prime. On a jasé passablement d'un sujet important. 5 minutes qui a duré quoi, 40? On a fait un genre de 40. Je pense que on s'est épivardé. Vive le podcast. C'est le fun. Vive le podcast. Vive le podcast, maison. Je sais que tu avais plein d'affaires à jaser. Hey, parle-moi donc de... je sais dans tes sujets que tu en as plusieurs, mais tu m'as titillé l'oreille tantôt quand tu me dis... On parlait de soccer ensemble sur Radio Pirate Prime, puis tu me dis les Marocains sont sortis molonnés la semaine passée quand le Maroc a gagné. Oui, à Québec. On sait qu'ils ont perdu hier contre la France, mais toi, tu vis en ville maintenant, c'est nouveau pour toi. Je vis en ville, puis l'immigration, tu sais, on parle souvent de l'immigration en termes théoriques, ça prend tant de monde, le chemin Roxham. Puis on dit souvent, l'immigration, c'est juste à Montréal, puis il n'y en a pas dans la région. Non, c'est pas vrai. Là. Moi, je vis à la Haute-Ville, puis d'abord, 2-3 affaires. J'ai quelques stats, pas pour vous écœurer, mais juste pour situer l'affaire, je trouve ça intéressant, parce que, tu sais, il n'y a pas juste Jerry qui a une boîte. Moi, je ferme rarement ma boîte. Tout un placard. T'as un placard bien plein. Mais c'est sans blague, là, je sais que vous avez probablement le même plaisir, mais un des plaisirs que tu as quand tu sais que... D'abord, moi, j'aime beaucoup être chroniqueur parce que quand j'étais producteur, tu comprends, Jeff, tu sais c'est quoi? Une des choses que tu dirais, moi, j'aime ça être producteur, mais un jour, ça se peut que je sois fatigué parce qu'il faut que tu penses à plein. C'est normal, tu es responsable, donc faut... Mais quand tu n'as pas les hormones à gérer, tout ça, puis tu veux juste ton temps, c'est le fun en maudit. Je prends des sujets que moi, je trouve intéressants, je ramasse des informations. Puis là, il y a un sujet... Fait que l'immigration, je l'ai vécu. Je te dirais, une des affaires qui m'a frappé cette année, on est en Haute-Ville, puis là, tu dis en Haute-Ville, c'est plus âgé. Hein? Puis d'abord, ceux qui sont près de la rue Cartier, dans ce coin-là, dans le secteur Montcalm, les appartements, les maisons sont plus chères, puis tu dis les gens sont plus vieux. Souvent, tu as vendu ta maison, l'équité, on sait comment ça marche. Là. Fait que pour avoir une demeure, souvent, les gens sont plus âgés. Fait que plus âgé, quand tu arrives à l'Halloween, tu ne diras pas à un enfant, on oublie ça, tu sais. Et là, pendant tout, depuis 2-3 ans, on est par pur hasard, ma blonde a dit, il y a donc bien des enfants dans la rue. Ah! Là, cette année, on a décidé de mettre des lumières. C'est de même, ça marche. Tu mets des lumières d'Halloween, puis tu allumes la lumière. Sinon, tu fermes les stores, puis tu te caches. On connaît l'été. Puis quand tu es écœuré, puis tu n'as plus de bonbons, tu fermes tout, puis tu fais semblant que tu es parti, tu vas dans le sous-sol écouter le Canadien. Bon. Mais là, cette année, donc, on a décidé pour l'Halloween d'ouvrir. Puis il y avait des jeunes, mais des jeunes. 2 choses m'ont frappé. Beaucoup de parents avec des jeunes. On comprend que, puis d'ailleurs, des très, très, très jeunes, c'est tellement drôle, là, parce que, puis souvent, ils ont de la misère à monter les marches. Mais ce que je remarquais, c'est que de façon évidente, il y avait beaucoup de Français, de francophones. Fait que des Français de France. OK, oui. Puis dans ceux qui passaient, j'ai dit tabarouette. Vraiment, là, tu sais.
puis c'est pas la première fois que je le remarquais, mais ça me frappait à l'Halloween, que les jeunes familles avec des jeunes enfants à la Haute-Ville de Québec, il y a beaucoup de Français de France. Fait que je suis allé voir un peu, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? D'abord, on apprend que les immigrants, 92 % des immigrants qui arrivent au pays, ça c'est le Canada au complet, 92 % vont vont réussir aussi à s'établir dans les grandes villes. Pour plusieurs raisons. Souvent pour une communion avec les gens qui sont de leur pays, leur propre race ou leur propre culture. Souvent, c'est tout à fait logique. Ça se fait partout dans le monde. C'est pas propre au Canada, vraiment pas. 70 % des immigrants qui sont au Québec, 70 % des immigrants au Québec sont à Montréal, puis 24 % à Québec. Par contre, c'était à peu près 10-12 % il y a à peu près 15 ans. Fait que tu le vois, la différence, là? Il y a un 12 % de plus d'immigrants à Québec dans les 10 dernières années. Et je te dirais, pour vivre à la Haute-Ville de Québec, ça se voit, ça s'entend. Et moi, je vois ça comme un plus, là, vraiment. Et bon, je ne connais pas tous les gens de tous les pays, mais récemment, j'ai fait un podcast avec 2 expats. Puis je leur ai demandé si ça avait été compliqué, comment ça se passe. Puis évidemment, comme c'était des Français, ils arrivent du pays le plus hiérarchisé. Eux autres ne trouvaient pas ça si pire. C'est sûr qu'il y a beaucoup de paperasse. Mais au Québec, donc à Québec, si on se ramène à Québec, je voulais te parler plus de Québec, chez les immigrants à Québec, dans les 20 dernières années, numéro 1, c'est la France. Pour une raison, évidemment, de culture, de langue, ça s'explique, mais aussi par les ententes qui ont été faites du Québec vers la France et de la ville de Québec vers la ville de Paris. Il y a des ententes qui ont été faites qui facilitent. Ça, ils m'en ont parlé, les expats. Ils n'ont pas dit c'est facile. Mais ils ont dit qu'il y a des ententes, surtout pour l'employabilité. Okay. Parce qu'une des choses que j'ai appris, Jeff, là-dedans, dans les seuils dont on parle, puis j'aime pas ça parler d'immigrants, parce que moi, je trouve que c'est une valeur positive, puis c'est une ouverture intéressante, puis c'est des gens qui travaillent. La plupart des gens qui arrivent ici, ils ne viennent pas passer leur retraite, sinon les parents. Ça, c'est vrai. Quand les parents, tu sais, les jeunes enfants qui passent Halloween là, avec leurs parents, c'est des gens de 35-40 ans. Qui travaillent, ils travaillent tous, là. Mais des fois, leurs parents viennent les rejoindre. Ça, c'est correct, ils ont donné, mais en même temps, c'est des gens qui ont justement un peu d'équité, qui dépensent. Fait que je trouve que c'est une valeur aussi. Mais sachez que à Québec, donc, il y a 14 000 Français à Québec présentement qui vivent. Fait que vous les entendez, vous les voyez. Mais moi, quand tu es à Haute-Ville, il y en a plusieurs qui sont à Haute-Ville, et ce qui est très drôle, combien? C'est que 14 000 OK, à Québec. Ouais, c'est quand même pas 14 000 mal. à Québec. 60 000 dans la métropole, des Français. Si on parle des Français, je m'arrête plus sur les Français parce que c'est probablement qu'on va en avoir plus aussi. Mais donc, eux autres s'intègrent. Mais ce qui est drôle, c'est qu'à la Haute-Ville, je reviens à ce qu'on se dit, de façon systématique, normalement, on se dirait, c'est plus cher en Haute-Ville, t'es plus près, Montcalm, c'est plus vieux, donc il y a plus d'argent, ça coûte plus cher à vivre là, donc c'est plus des vieux. Mais eux autres, les Français, ils ont quelque chose qu'on n'a pas nécessairement. Il y a des grandes villes en France. Il y a Paris, mais il y a Lyon, il y a Dijon, il y a Marseille. C'est des grosses villes. Ils sont habitués de vivre en ville. C'est ça. Nous autres, on est habitués de vivre en banlieue. Moi, je l'ai vécu, la banlieue. Je ne changerai pas ma vie. J'ai élevé mes enfants à Cap-Rouge, dans le secteur de Cap-Rouge. Banlieue, j'ai adoré ça. Je ne changerai rien. Mais depuis que je suis arrivé en ville, j'ai dit là, je t'ai rendu là. Un peu plus tôt que je pensais, dans un moment de ma vie qui n'était pas le meilleur, mais quand même, je suis content d'être là. Mais la ville, les Français, eux autres, ils viennent en ville. Les Français qui s'installent, sauf exception, et ça, c'est les 2 expats à qui j'ai jasé longuement, m'ont dit, nous autres, on s'en vient en ville, on s'installe en ville, on aime ça. Une seule voiture, transport en commun. Et donc, là, je regarde autour de chez nous, en Haute-Ville, il y a 2 garderies dans le secteur. Puis c'est plein au bouchon, là. Et c'est pas juste des immigrants, mais il y en a quand même beaucoup. Mais donc, tu as un mélange curieux, Jeff, de gens de 60, 70 ans, 80 ans dans Montcalm, mettons, puis dans le secteur Saint-Sacrement, entre autres. C'est assez âgé. Mais maintenant, la relève, c'est des jeunes. Vraiment des jeunes qui s'installent avec des jeunes enfants. Et eux autres, ils se disent, écoute, tu sais, quand tu entends ça, tu dis, OK, ils sont pas fous à temps plein. Mais la nouvelle réalité aussi, que je ne sais pas à quelle année sont tes chiffres, mais la nouvelle réalité, c'est également l'immigration dans les régions en raison de la pénurie de main-d'œuvre et des entreprises qui sont en région. Je vais prendre l'exemple. Ça c'est vrai, mais. Oui, vas-y. Parce que mon chum de l'autre bord de la rue, Frénéco, lui, le bureau est là, l'autre bord. Sauf que l'usine est dans le coin de Portneuf. Donc, il y a New York, mais il y a Portneuf. Et probablement que, je sais pas, 40 35 40 des employés sont mexicains ou autres, de pays latinos de genre. Si vous allez dans le coin de Saint-Anselme, vous allez dans ces coins-là où il y a des places pour les poulets, des patentes pour Olimel, etc. Olimel, entre autres, oui. C'est l'enfer, là, je veux dire. Donc, même dans les régions qui sont, bon, je ne dis pas qu'ils sont à 3 heures des grands centres, mais dans les régions environnantes, un peu plus loin que le centre, pas mal, il y a de plus en plus d'immigration. Puis je te pose la question,
dans le cadre du 2 pour 1, mon ami Gilles, je vois beaucoup de... On voit là qu'il y a... T'as la CAQ qui a été élue en utilisant ça. Je sais qu'Éric Duhem va venir tantôt. Il semble y avoir des gens à l'intérieur du parti qui veulent faire de ce débat-là un enjeu important avec le Parti conservateur du Québec. Donc, de garder la langue, de garder les coutumes, d'être finalement assez fermé sur l'immigration, plus que ce que Trudeau veut. Trudeau dit cette semaine, il y a 121 000 immigrants qui pourraient s'installer par année au Québec. La CAQ s'est fait élire en disant, nous autres, là, 40 000, 50 000, c'est pas mal, puis je te vous dirais que même qu'on trouve que c'est trop. T'as Mathieu Bock-Côté qui, lui, capote bien raide. On va perdre notre identité, on va perdre notre langue, c'est terrible, ça n'a aucun sens. Et d'un autre côté, tu as les gens des entreprises, puis même nous, tu sais, même, mettons, on n'a pas d'entreprise où on a besoin de main-d'œuvre étrangère, mais on a besoin d'aller au McDo, on a besoin d'aller dans une quincaillerie, on a besoin d'avoir un plombier, on a besoin de se faire soigner par une infirmière qui a peut-être un accent latin, mais finalement, on a besoin de main-d'œuvre. Donc, c'est pas juste les employeurs qui ont besoin, nous aussi, on a besoin. C'est quoi ton ouverture par rapport à l'immigration? Tu l'as abordé un peu tantôt, mais par rapport au débat qu'il y a actuellement, tu te situes où, toi? As-tu de la misère avec le côté, je dirais, plus caribou de la CAQ ou tu es plus ouvert? En fait, moi, je suis assez ouvert. Deux choses là-dedans. Je trouve ça intéressant ce que tu mentionnes parce que les travailleurs qui sont saisonniers souvent, moi, j'ai appris à force de lire là-dessus que, par exemple, au Québec, on dit le seuil, c'est 50 000 par année. Mais quand on ajoute les étudiants qui sont à l'Université Laval ou qui sont dans des cégeps, des cours particuliers, qui viennent, et même ici, il y en a qui vont venir au Collège Mérissi pour apprendre à devenir chef ou peu importe. Quand tu ajoutes ça, puis tu ajoutes les travailleurs guatémaltèques et plusieurs, entre autres d'Amérique du Sud, qui viennent travailler dans les champs à l'île d'Orléans et dans le bas du fleuve, qui même sur la Côte-Nord, quand tu les ajoutes, tu te ramasses plus à 80-90 000. Dans les faits, tu as au moins entre 30 et 50 000. Et une des choses qui est plate à dire, mais des étudiants, souvent, quand ils ont des cours supérieurs, des étudiants qui viennent ici, souvent vont avoir une facilité à garder leur statut d'étudiant étranger. Jeff, ils vont être ici 3, 4, 5, 6, 7 ans. Puis quand ils arrivent au bout de ça, ils sont assez intégrés. Là. Ils ont dépensé, ils sont achetés de quoi, ils ont trouvé une blonde, ils ont peut-être des enfants, mais eux autres, on leur rend pas la vie facile. Moi, ça c'est un autre problème. C'est un vrai problème. Ils sont intégrés ici, ils sont installés. On peut-tu leur dire, on est content que vous soyez là, voici les clés, comme chantait le Normand. Tu comprends-tu, Jeff? Mais on les compte pas. Quand tu parles tantôt, ton point est bon, tu dis, mes chums qui sont dans le bas du fleuve, ils ont des... Mais souvent, ils sont pas comptés d'un stat, ils sont pas dans le 50 000, ils sont avec la gang d'étudiants qui sont ici souvent plusieurs années, ou d'autres qui sont... Regarde, mon fils Émile, tu sais, H2 Pro, là, des problèmes de main-d'œuvre comme partout ailleurs, mais comme c'est une job quand même répétitive, nettoyer piscine, là, tu sais, ça prend pas un doctorat, bien qu'il faut être organisé, il faut travailler, mais ça se fait, là. Les autres sont... Mais, tu sais, la dignité d'un être humain, Jeff, c'est quoi? Souvent, là, travailler pour faire vivre sa famille. Exact. Ça existe partout dans le monde. C'est des valeurs, même s'il y en a qui sont des valeurs religieuses. Non, c'est des valeurs à top peu. Mais si, mettons, tu sais, regarde, Éric Duhem aura ce débat-là à l'intérieur de son parti, parce qu'Éric, je pense qu'Éric est à la même place que nous autres là-dedans. Le nationalisme, entre autres. Mais il y a beaucoup de résistance, on le sait, là, à travers nous. Et pas seulement. Au début, on disait que c'était les boomers qui étaient fermés à l'immigration. Moi, je vois beaucoup de X qui sont fermés à l'immigration. Les plus jeunes, eux, sont ailleurs. Cette résistance-là, on appelle ça les pattes de loup là, ou les caribous. Moi, j'ai de la misère. Je comprends de l'histoire. Je comprends qu'il y a un défi pour la langue française. Je comprends que les gens ne veulent pas être dans une place puis ne plus se sentir chez eux. Je sais que vous avez des amis français qui vous ont raconté toutes les histoires. Il y en a qui vont à Toronto, qui se reconnaissent, même à Mississauga, ils disent on ne se reconnaît plus, etc. Je comprends toute la patente. Mais ultimement, on a besoin de monde parce qu'on ne fait plus d'enfants, on a une société vieillissante, on ne fait plus d'enfants, on a fait des choix comme ça. Il faut essayer de survivre, sinon c'est la disparition de la place. On va être un Val-Jalbert dans 50 ans, dans 60 ans. Qu'est-ce que tu leur réponds à ces gens-là qui veulent fermer et qui veulent se contenter d'un 30-40 000 immigrants par année? Moi, d'abord, c'est un mensonge. On vient de le prouver. Tu n'es pas loin de 100 000 quand tu mets les étudiants et les temporaires. Moi, j'ouvrirais la porte. Je donnerais plus facilement à quelqu'un qui étudie ici 3, 4, 5, 6 ans la chance de rentrer, peu importe son origine. Parce que tu sais quoi, Jeff?
quand ça fait 3, 4, 5, 6 ans, tu n'as pas besoin d'avoir le gouvernement qui te crie par la tête d'apprendre le français. Tu vas l'apprendre parce que tes enfants à l'école, ils l'apprennent parce qu'ils sont... Puis leurs amis, tu sais, l'entourage, là, ceux qui s'installent ici avec la famille, là, ils sont au cœur. Pas juste les Français de France. Là. C'est sûr que c'est plus facile. Quand tu dis juste des Français, tu peux prioriser ça comme bien des pays priorisent ce qu'ils veulent. Mais dans les faits, quand tu travailles puis quand tu t'installes avec ta famille, la première affaire que tu fais, c'est que tu veux communiquer. En communiquant, tu apprends la langue. Fait que, de penser que quelqu'un qui arrive d'un pays où il parle, je ne sais pas, moi, qui arrive de l'Europe de l'Est ou de l'Amérique du Sud, qui n'apprendra pas le français, je trouve ça malhonnête envers eux parce que, d'abord, on n'aura pas le choix. Puis l'autre affaire, si on ramène ça dans la discussion qu'on avait dans le Radio Pirate Prime, si on veut continuer à avoir tous les avantages, avoir de nouveaux hôpitaux plus modernes, avoir des écoles plus modernes, avoir des meilleurs profs, il va falloir que quelqu'un paye pour ça. Comment on paye dans notre système de société, qu'on soit d'accord ou non? C'est des taxes, c'est les impôts. Bien, ça prend du monde pour travailler. Puis là, Jerry disait tantôt, on a des baby boomers qui ont travaillé fort, peu importe ce qu'on en dit, qui ont vendu leur maison, qui ont pris leur retraite, puis ils profitent de la vie. Fait qu'il manque de monde, on le savait. Fait que s'il manque de monde, puis qu'on ne fait plus de bébés, puis qu'on veut garder tous nos acquis, le 1 an de notre femme et 6 mois, ou même chose pour les hommes quand on a un bébé, l'assurance ci, l'assurance ça. Si on veut tout garder ça, parce qu'on ne veut rien perdre, puis qu'on veut que le gouvernement règle tous les problèmes, puis qu'on veut une société, puis qu'on rénove tout, voyons donc. Tu comprends que c'est un discours qui ne se tient pas debout du tout. Alors, moi, je pense qu'on n'a même pas le choix. C'est pas une question de choix. On n'a pas le choix d'avoir de l'immigration. Puis là, on fait des jeux de politique. Mais pourquoi c'est les gens, puis ça inclut François Legault et le gouvernement de la CAQ, pourquoi eux autres, et ce que tu as expliqué là, la demande de 6 mois d'apprendre le français alors que François Legault est dans un milieu à Montréal où c'est pas mal bilingue et qu'il y a de la misère à s'exprimer convenablement en anglais, puis de demander à quelqu'un en 6 mois d'apprendre une langue à partir de 0, alors que, je veux dire, ça n'a aucun sens. Alors qu'on sait très bien que par le passé, que comme tu l'as expliqué rapidement tantôt, tu as dit, ils vont finir par apprendre. Donc, la première génération, ça va être plus long, mais leurs enfants vont devenir avec des noms, je ne sais pas moi, un nom latino, avec une famille Gonzalez, quelque chose, puis ils vont avoir un accent québécois. La prochaine génération, c'est clair que ça va être ça. C'est rapide, c'est assez rapide quand même. Mais en même temps, le premier besoin pour l'instant, là, ce qui va permettre aux gens de... oui, on pourrait être content aussi, on pourrait être fiers. C'est sûr que, en même temps, l'immigration de masse, mal contrôlée, ça peut causer des problèmes. Tu te rappelles, en campagne, M. Legault a dit « Ouais, des fois, on a des problèmes. » Et il s'est fait ramasser. Parce que c'est un autre fait qu'on ne peut pas dire ça. Des fois, les gens arrivent avec leur culture. Fait que c'est pas tout le monde. On peut pas mettre tout le monde. Moi, je vais le dire. Jeff. Moi, je vais le dire, c'est que moi, le fait de dire uniquement en français, moi, ça m'énerve. Ça m'énerve parce que tu te limites trop, OK? Puis il y a... Ce qu'il faut trouver, on en a parlé en masse, avant, on fallait mettre des gants blancs, mais je pense pas qu'il faut en mettre tant que ça. Il y a des gens de l'extérieur avec qui, puis ils ne parlent pas nécessairement français, avec qui on a des points en commun. On a des valeurs communes. On a des choses où on... Oui. Moi, je pense que ça ne veut pas dire de barrer certaines cultures ou certains groupes avec... Mais eux, ils ont eux-mêmes, si on leur dit « Ouais, mais si vous venez chez nous, vous allez voir que vous n'allez peut-être pas aimer ça tant que ça, puis ça va faire plus de friction que d'autres choses. Donc, pensez-y avant de venir ici. Peut-être que ce n'est pas la place pour vous. Ça se dit, ça. Je veux dire, moi, je pense que... Moi, je suis le premier à vouloir... Moi, j'ai défendu, depuis des années, j'ai défendu les gens qui avaient une religion puis qui s'habillaient différemment. Puis je disais, écoutez, on les a reçus et on leur a dit qu'ils étaient libres, qu'ils avaient cette liberté-là de par la charte. On leur a dit qu'ils pouvaient s'habiller comme ils voulaient puis qu'ils pouvaient pratiquer leur religion. Là, maintenant, on leur dit qu'on veut une société laïque comme prof puis comme infirmière, puis on ne veut pas qu'ils aient leurs vêtements traditionnels, puis etc. Là, je ne parle pas de la patente d'être la grille d'en face. Là. Je parle des choses qui sont plus normales. Et moi, je les ai défendus, mais je suis capable de reconnaître que c'est probablement avec ce groupe-là avec lequel ça détonne le plus. OK? Donc, il y a des certaines frictions où eux ne sont pas à l'aise ben avec nos coutumes, puis nous non plus, on n'est peut-être pas à l'aise avec les leurs. Donc, ça se dit. Le maire de Québec le dit d'une manière un peu plus effrontée et déplacée. Moi, je le dis d'une manière un peu plus classique. Mais mais tu sais, si on prend, mettons, n'importe quel pays de l'Amérique du Sud ou de l'Amérique centrale ou du Mexique, je veux dire que ces gens-là viennent à pocheter. Je comprends qu'ils ne parlent pas français, mais
on a beaucoup de points en commun avec eux. Ça passe peut-être par la religion, je ne sais pas. Ça fait longtemps qu'on ne pratique plus ici, mais on a quand même beaucoup de points en commun. Oui, ils sont plus portés par la famille. Oui, ils sont encore plus traditionnels que nous. Mais on se ressemble beaucoup, contrairement, mettons, à même des Chinois. Les Chinois de Chine, moi, j'ai rien contre eux. Sauf qu'on n'est pas pareil pantoute. Donc, puis, ils peuvent venir s'établir ici, mais je veux dire, ça va être plus facile avec des Latinos de l'Amérique du Sud qu'avec eux. Mais Jeff, ce qu'il faut faire, moi, je pense, en tout cas, un peu comme dans tous les sujets, il y a toujours deux côtés à la médaille. On ne peut pas non plus dire que les problèmes d'immigration au Québec, c'est juste à cause du Québec puis la terre d'accueil. Des fois, il y a des gens qui arrivent avec un bagage qui fait que, peu importe où ils iraient, tu es d'accord? Ils iraient à Paris, ils iraient à Londres, ils iraient à Barcelone, à Madrid, ils iraient en Amérique du Sud, puis il y aurait des problèmes parce qu'eux autres traînent un bagage qui est très différent de leur terre d'accueil. Donc, il y a un mélange des deux. C'est pas juste la terre d'accueil le problème, c'est pas juste l'immigrant le problème, mais... En même temps, souvent, moi, je trouve que la pierre angulaire de tout ça, Jeff, c'est le travail. Parce que la dignité de l'être humain, moi, je crois à ça. Puis je te le dis, là, on veut travailler. Puis s'ils veulent travailler, puis ils travaillent, c'est la réalité. Mais tu pars avec ça, puis les enfants à l'école, puis on n'invente pas la roue, là, mais c'est comme ça. Et de penser que quelqu'un qui n'est pas nécessairement français de France, mais qui arrive d'une autre culture, je suis d'accord avec toi, la synchro n'est pas toujours facile entre les cultures. Puis il y a une période d'ajustement, je dirais. Mais de penser qu'ils ne peuvent pas s'adapter, moi, je ne crois pas à ça. Je pense que le travail, c'est la... Mais, puis écoute, c'est plate à dire, là, mais parce qu'on manque de monde, puis parce qu'on a des ambitions ben trop grandes, on ne pourra même pas dire non. Fait qu'essayons de le faire comme du monde, parce qu'on ne peut pas dire non. Si tu accueilles du monde, puis tu es mis dans des HLM en banlieue, pas de job, c'est pas une solution. Ça va mal finir. C'est ça. Ça, c'est l'histoire qu'ils nous ont racontée de la France. Mais la manière qu'on gérait ça... Vous êtes probablement autant, tu sais, c'est probablement la gestion de ça qui a été pire que finalement l'idée d'avoir amené des gens de... C'est la gestion, voilà. Puis, ce qui est un peu hypocrite dans le discours, puis je pense qu'on en paie le prix, c'est le nombre, là. L'histoire de nombre, ça m'énerve. C'est parce que les gens ne veulent pas dire... Si les gens étaient libres de parler, puis ça se fait pas, puis je comprends, mais la vérité, c'est que les gens qui sont anti... Moi, je ne suis pas anti-immigration, zéro, OK? Moi, j'ai pas ça, j'ai zéro. Au contraire, on a besoin plus que jamais. Mais je sais que les gens qui le sont anti-immigration envers certains groupes. Ils sont même pas anti-immigration. C'est qu'ils ont peur d'une certaine communauté. Et ils n'osent pas le dire. Et ça inclut des gens hautement placés, là, puis qui ont des jobs dans les médias, puis qui ont des jobs en politique. C'est des gens qui ne veulent pas le dire ouvertement. Et à cause de ça, ils embarquent toute l'immigration dans la patente, mais c'est une sorte d'immigration qui les tanne. Puis pour un autre groupe, c'est peut-être une autre. Mais ça affecte toute la patente, donc ça nous fait mal, en fin de compte, parce que là, on le voit, là on est mal pris. Là. On n'est même plus capable de se faire soigner. On n'est plus capable d'avoir quelqu'un qui torche les gens dans des maisons de personnes âgées. On a des cafétérias polyvalentes de fermées. Je veux dire, comment ça peut arriver? Ben, ça arrive parce qu'on n'a pas de monde pour remplacer la personne qui a pris sa retraite hier. Donc, le seul moyen, c'est de faire rentrer du monde d'ailleurs. Pendant 30 ou 40 ans, si on est honnête, là, on suivait un peu l'actualité, qu'est-ce qu'on disait? Ah, les immigrants, les voleurs de job. Et il n'a pas de job. Je me le fais dire, par ma femme depuis 25 ans. C'est ça qu'on se fait. Écoute, c'est ça qu'on se faisait dire, les voleurs de job. Mais là, on a besoin d'eux autres. Est-ce qu'on doit encadrer ça un peu? Est-ce qu'on peut faire une certaine sélection? Est-ce qu'on peut avoir une ouverture aussi? Est-ce qu'on peut présumer aussi que ces gens-là qui viennent avec des familles et les enfants, ils vont aller à l'école, ils vont apprendre? C'est pas une question de rejeter notre. Puis moi, je pense, en tout cas, j'ai déjà été indépendantiste, mais pas longtemps, mais je suis certainement nationaliste. Je pense qu'une des forces des Américains, c'est d'être nationaliste. Les Américains sont fiers de leur drapeau, sont fiers de ce qu'ils sont. Puis pourtant, c'est quoi les États-Unis si c'est pas un amalgame le plus impressionnant de l'histoire? C'est ça. Carrément ça. Il y a une intégration qui n'a pas été facile tout le temps, c'est pas ça, Jeff. Ouais. Hey, voilà, faut que je m'en aille, ça a l'air que t'es dehors. Ça a l'air que t'es dehors. Puis, OK, bye, à bientôt. Anyway, Joyeuses fêtes. Si vous voulez plus de Gilles et plus de 2 pour 1 dans le Prime, on a jasé quasiment 1 heure ce matin. Oui, c'est une bonne heure. Pour le 2 pour 1 avec Gilles Parent. Le 2 pour 1 avec Jeff et Gilles Parent vous a été présenté par G-Solutions Fissure, spécialisé dans la réparation de fondations avec ou sans excavation depuis 2010. G-Solutions Fissure, Québec et maintenant Montérégie. Pour plus de détails, visitez-nous à g-solutionfissure.com ou 1-833-FISSURE. Dans quelques instants, Éric Duhem est avec nous autres sur Radio Pirate Live. Et après, c'est la boîte à Jerry avec un mélange de poubelles, mais aussi le lancement du week-end avec l'aubergiste.
I love it. Radiopirate.com. Radio Pirate. RadioPirate.com. A definite breakthrough step in home entertainment. OK, on est de retour sur Radio Pirate Live après Gilles. Un autre jaseux. Éric Duhem est avec nous autres. Un gros week-end pour Éric, mais avant de parler de politique puis de tout ce qui a trait au Parti conservateur du Québec et tout ce qui se passe en politique au Québec en général avant Noël, finalement, donc la dernière de l'année. Je veux savoir comment a été ton trip à Nashville. D'abord, c'était quoi le but du trip? C'était juste pour s'amuser? Il n'y avait rien, il n'y avait pas de job là. Non. À tous les ans, je vais voir une game de la NFL avec mon chum et avec un couple d'amis. Ça, on fait ça depuis des années. Là, évidemment, pendant 2 ans, tu comprends que ça a été très compliqué. Fait qu'on n'est pas allé pendant 2 ans. Fait que cette année, au lieu de faire un road trip, on s'est dit on va se gâter, on va partir en avion. Donc, on est parti puis on est allé à Nashville voir une game des Titans. Ça, c'était le prétexte initial. Mais après ça, c'est ça, ça a dérapé. Là, on s'est ramassé sur Broadway, on a fêté, on est même allé voir une game des Prédateurs samedi après-midi. Ah oui, mais tout est là. Le stade de football est l'autre bord de la rivière. L'aréna est carrément downtown sur Broadway. C'est à l'autre bout de la rue. Oui. C'est ça. C'est comme à un bout de Broadway, tu traverses le pont puis tu arrives au stade de football, puis à l'autre bout, tu rentres dans le stade pour aller voir dans l'aréna pour aller voir les Prédateurs. Est-ce que tu t'es acheté une boucle de ceinture, un chapeau ou peut-être des bottes ou quelque chose? Écoute, les chapeaux de cowboy, attends, je sais pas si j'ai la photo. Je sais pas si j'ai la photo dans mon cellulaire, je vais vous montrer ça. Tu as acheté un? Non, attends une minute. Ben oui, c'est sûr, tu vas pas à Nashville pour rien. OK, il a acheté un chapeau de cowboy. C'est pas acheter une patente de cowboy à Nashville, c'est comme pas acheter de patente de Mickey à Disney. C'est ça, la seule affaire que j'ai faite, j'ai mis aussi la photo avec les cheerleaders des Titans sur ma page Facebook. Oui. Ça a beaucoup fait réagir. Ça fait de réagir. Les trouvais-tu belles? Elles étaient magnifiques. Il y en avait même 2 qui parlaient français. J'étais vraiment surpris, oui. J'étais vraiment... Ben, tu sais, il y a beaucoup aux États-Unis, là, ils apprennent toujours une langue seconde. Puis ils ont le choix entre français, allemand puis espagnol, je pense. C'est surprenant le nombre de gens qui choisissent le français. Je rencontre souvent des Américains qui baragouinent le français. C'est une langue qui est, à leurs yeux, qui est très classique. C'est classique. Apprendre le français, c'est quelque chose de vraiment... c'est chic, c'est ça. C'est ça. Fait que, c'est ça. Il y avait 2 des cheerleaders qui m'entouraient, qui étaient francophiles et qui baragouinaient Donc là, le français. Tennessee a perdu. Oui, Tennessee a perdu. Ils ont joué une bonne première demi, puis en deuxième demi, ils se sont effondrés. Bizarrement, contre les Jaguars de Jacksonville, ce qui n'était pas prévu. Mais c'est pas grave. Les Jaguars, regardent depuis 3-4 semaines. Oui, c'est ça. Ils sont en hausse. Là. Lawrence est parti en fou, là. Mais les Titans ont eu une saison en dents de scie. Hein. Ils ont mal parti. Après ça, je pense qu'ils ont gagné 6 ou 7 de suite. Là, ça fait 2 ou 3 qui perdent. Ils sont durs à suivre. Là. Mais ils vont quand même finir probablement à la tête de leur division parce que c'est une division vraiment en poche. Sauf que c'est ça. Mais il faut qu'ils gagnent pareil. Il faudrait qu'ils en gagnent 1 ou 2 avant la fin de la saison. Là. Quel bar t'as visité sur Broadway? Est-ce que tu te rappelles des places que tu as visitées? Oui. As-tu été à la place Celui que j'ai préféré... lequel? Excuse-moi. Le Roberto's, je pense. Roberto's. Il me semble que c'était ça. Roberto's. On va voir ça. Roberto's, j'ai bien aimé ça. Le gars qui chantait là, je l'ai vu 2 soirs, il était vraiment bon. Après ça, on est allé... Il y a une place on est allé manger des ribs. C'était capoté. Dans un vieux restaurant qui... tu commandes au comptoir, puis tu prends ta bouffe, puis tu montes en l'étage, puis tu t'en vas manger. Je sais pas si ça dit quelque chose. Jack quelque chose... Il y a comme 3 cochons, là, puis c'est comme une vieille enseigne. Ça dit quelque chose, Jeff, non? Non, c'est parce que moi, j'ai pas été. C'est parce que je connais la place, parce que tout le monde m'en parle. J'écoute des highways à chaque jour, donc j'ai l'impression d'être à Nashville à tous les jours. J'ai passé proche en char, mais je suis pas arrêté parce que je sais pas pourquoi je suis pas arrêté. Dans ce temps-là, peut-être que c'était pas à mode il y a 3 ou 4 ans. Là, tout le monde veut aller à Nashville. Là. Mr. White veut aller à Nashville. Jerry veut aller à Nashville. Je veux aller à Nashville. On vient de parler à Gilles Parent pendant la pause. Il va aller à Nashville. Il vient aller en moto, là. Mais écoute, l'autre place, j'ose pas trop le dire parce que ça va m'attirer des bosses, mais ça s'appelle le Redneck. Ouais. Faut pas le dire. Donc, ils vont me traiter de redneck encore. Comment s'appelle le bar à chose, là, ton préféré, Jerry? C'est Holy Red. C'est Holy Red, oui, ça c'est à l'autre bout, oui. Puis, attends une minute, il faut que je retrouve la place. Je cherche une place qui s'appelle Jack quelque chose qui fait des ribs sur Broadway. Je pense que c'est Jack Barbecue. C'est une affaire simple comme ça. C'est une des traditions. Après ça, j'étais allé manger dans un restaurant, Monell's, qui est dans Germantown, un peu plus en banlieue, là, mais pas si loin que ça de la ville, là, peut-être à 2-3 kilomètres du centre-ville. Écoute, c'était vraiment...
Tu rentres là, c'est la bouffe du Sud, là, tu sais, du poulet frit, du poisson frit, comment c'est quoi, Catfish? Oui, Catfish, c'est du... du poisson de fond, là. C'est du... poisson de lac. ça, le nom de Jerry? Le poisson chat, c'est-tu quand qu'il faut dire ça? Je sais pas si c'est... En tout cas, toutes sortes d'affaires. Même à la fin, c'était comme une espèce de comment ils appellent ça? Tu sais, avec comme des biscuits avec des bananes puis une espèce de pudding, là. C'était vraiment bon. Écoute, puis tout le monde s'assit. C'est comme à la cabane à sucre. Tu rentres là, ils attendent d'être 15-20, puis là, ils te mettent autour d'une table, toute la gang ensemble. Là, donc, t'es avec plein... Tu piges dans le tas. C'est très COVID. Puis, écoute, c'était magnifique. C'était vraiment le fun. Là. Ça faisait longtemps que j'avais pas mangé de même. C'était vraiment, vraiment cool, cette place-là. Fait que c'est ça. Non, j'ai découvert plein de petits trucs, plein de petites affaires. L'autre affaire, tu sais quoi du moonshine ou moonshining ou moonshine? Ça, c'est une bière. Non, mais c'est comme du... Non, ils font leur alcool parce qu'il y a beaucoup d'alcool de contrebande au Tennessee. Historiquement, là, ils se battaient contre les gouvernements. C'est quand même dans le Bible Belt. Là. Il y a des lois assez strictes. Ils sont très libertariens au niveau économique, mais ils sont très religieux aussi, puis conservateurs historiquement là, sur notamment l'alcool. Et là, malheureusement, on doit le dire, centre-ville de Nashville a été envahi de Californiens puis de stars démocrates gauchistes. Donc ça l'a scrappé à la place un peu. Là. Mais pendant que tu es là, il ne faut pas que tu penses à ça. Non, c'est ça. Mais dans les Smoky Mountains puis autour, là, il y a des gars avec des salopettes Liberty. D'ailleurs, vous irez voir ça là, sur les... ils vendent ça, là, ces réseaux sociaux. Là. Puis ils font du moonshine. Ils font de l'alcool de contrebande dans des pots maçons. Oui, c'est ça. Et, ça fermente d'un pot maçon. Oui, c'est ça. Puis ils font avec toutes sortes d'affaires. Il y en a qui c'est avec des cerises, il y en a avec des pickles, il y en a avec de l'ananas, il y en a toutes sortes d'affaires. Puis c'est comme du whisky, puis c'est toutes sortes de boissons alcoolisées. Il y a une culture de l'alcool très fort. Malgré le fait que c'est très religieux. Là. Puis il y a un personnage qui s'appelle, j'ai découvert ça, le Popcorn, je sais pas quoi, qui est très, très populaire sur les réseaux sociaux. Le gars, il était un contrebandier. Il s'est suicidé il y a quelques années, mais vieux, là, puis il fume tout le temps. Puis il était... il s'est suicidé quasiment rendu à sa mort. Oui, puis il s'est suicidé parce que le gouvernement voulait encore l'envoyer en prison, puis ça ne tentait plus de retourner. C'est encore fait pogner. C'est incroyable, hein? Tu sais, le mood est très country. Moi, je m'intéresse encore aux stations de radio un peu partout aux États-Unis. Donc, je reçois mes emails à chaque jour quand il y a des codes d'écoute qui sortent, parce que les autres, il en sort régulièrement à différents marchés. Puis je regarde toujours les stations. Oui. Puis, ce que j'ai remarqué, c'est que dans tous les marchés américains de radio, quand tu regardes, tout dépendamment de la démographie du marché, dans le top 5, tu peux avoir une station latino, tu peux avoir une station R&B, tu peux avoir... Mais il y a un point en commun sur le marché numéro 5 aller jusqu'au marché 105. Dans le top 5, c'est toujours des marchés avec 30, 35 stations de radio, en tout cas facilement une trentaine. Dans le top 5, il y a toujours une station classic rock, puis il y a toujours une station country dans tous les marchés aux États-Unis. Donc, ces deux formats de radio-là sont très, très, très prisés. Et le country, avec la musique, le fait, tu l'as dit, il y a un country pop qui est comme arrivé, les jeunes sont arrivés, qui justement ont embarqué. Il faut le dire aussi, il y a eu le rock actuel a laissé la place au country. Le pop, qui est un peu perdu de ce temps-là depuis à peu près 2 ans et demi, n'est pas à son meilleur. Donc, ça a laissé énormément d'espace au country. Et là, c'est comme devenu un genre de Walt Disney. Et je ne sais pas si tu suis la série Yellowstone, où on essaie de faire un genre de lien avec les cowboys, le country. On a embarqué dans la saison 5 Lainey Wilson, pour les gens qui écoutent le country. Lainey, je sais que Jerry, c'est un de tes préférés, puis moi, je l'adore aussi. Surtout avec Hardy et Wade and the Truck. Oui, je l'aime bien. Lainey est là-dedans. Et là, ça l'a comme provoqué, là, on a comme bâti un genre de Disney. C'est sûr qu'il y a bien des puristes de Nashville qui sont écœurés de voir du monde qui arrive de partout envahir la ville. Mais là, ils sont en train de faire la même chose avec le Montana, avec Yellowstone. C'est ça qui va arriver. Tu sais, Jerry, hein, c'est ça qui va arriver. Tu vois les articles que, là, maintenant, les gens veulent aller dans le Montana, ils veulent aller en Saskatchewan, ils veulent aller dans des places où le monde a des bottes de cow-boy, qu'il y a des champs de blé puis des paysages à finir. Parce que là-bas, c'est ça, à Nashville, il y a beaucoup de monde, là, de filles et de gars qui se promènent avec les bottes de cow-boy et le chapeau de cow-boy, mais t'as l'impression que c'est un peu un déguisement. Là. C'est comme ça fait des Walt Disney un peu. Ceux qui le font, ce qu'on me dit, c'est des touristes. C'est ça. Les gens de la place ne s'habillent pas de même pantoute. Non, c'est ça. Fait que ça fait un peu Walt Disney, effectivement. Mais il y a quelque chose de vraiment le fun. Tu sais, tu vois des photos puis des murales de Dolly Parton. J'étais allé au musée de Johnny Cash. Il y a un gros musée sur Johnny Cash à Nashville.
Fait que il y a quelque chose de vraiment le fun, là. Mais c'est une expérience. Je te dis pas que tu restes pas là 2 semaines, là, mais une couple de jours. Ce que j'aurais aimé faire, si j'étais resté un peu plus longtemps, j'aurais aimé ça louer une voiture puis faire le tour. Là, j'aurais aimé ça vraiment rentrer dans la campagne, puis d'aller à Memphis, puis d'aller là, dans des coins un peu plus reculés. Là. C'est une place pour prendre un coup. Il ne faut pas se le cacher. Il faut pas se le beaucoup de dire. gens C'est un prétexte pour aller boire. Ils font de l'alcool d'impôt maçon. Oui, c'est ça te donne une idée. Puis ils mangent du poulet frit. Là, mais ça, on se le dit. Là. On le voit souvent dans les séries qu'on écoute, on le voit dans les films. Puis il y a des affaires, des fois, des séries qui nous énervent. De la bière dans la bouteille, on le voit que c'est de l'eau parce qu'il n'y a pas rien qui pétille. Puis souvent, les cafés qu'ils prennent, il n'y a pas de rien dans le café. Là. Tu vois que le verre est vide. Mais il y a une chose qu'ils prennent, qui mettent à la couleur du whisky puis du cognac. Là. Ça, ils en prennent en tabarnak. Les Américains prennent énormément de liquors. Ils aiment ça. Souvent, même, des fois, on the rock, mais bien souvent avec rien. C'est pas dans notre culture, zéro, ça. Là. On en prend, on se fait des verres de plus en plus, puis il y a des... Tu sais, on est plus vin-bière. Fondamentalement, au Québec, le monde boit du vin puis de la bière. Oui, là, il y a un changement, il y a une évolution vers les mix puis toutes les patentes. Mais liquor straight, là... Mais straight, là, non, c'est pas... Ou même on the rock, on n'en prend pas ça bien. Non. On va dire de quoi? Il faut être fait tough en jouant le verre quand tu prends ça... Après 4-5, mais moi, j'en ai pris en masse. Là. Au tailgate des Titans, là, tout le monde avait du whisky straight dans le verre en plastique, là, dans le parking. Ah oui. Écoute, là, à 10h30 le matin, là, parce que l'autre affaire, moi, c'est l'affaire qui m'a impressionné aussi, faut que je vous dise ça, c'est qu'eux autres, ils ont un décalage horaire. Ils sont comme 1 heure en arrière de nous autres. Là, fait que il est présentement là, 1 heure plus tôt, vous comprenez? Là? Fait que la game qui commence à 1 heure, parce que, et puis, ce qui est bizarre, c'est qu'il commence à la même heure que la côte de l'Est, le game. Fait qu'il commence à 1 heure, mais pour eux autres, il est midi. Oui. Fait que pendant le tailgate, il est 9-10 heures le matin là, quand il cale le whisky. Là. Oh oui, tu comprends ce que je veux dire? Mettre chaud avant la game, donc il faut qu'il commence à 10h15, là, ils sont bien chauds. Là. Fait que c'est la même chose qu'ailleurs, c'est juste qu'ils boivent bien plus de bonheur que les autres. Là. C'était... puis écoute, c'était surprenant. Dans Hotelgate, le mot de voir du monde, puis là, ils voulaient me servir. Puis ils veulent tous te servir dans leur alcool. Puis il y en a beaucoup qui le font eux-mêmes. Puis là, ils veulent te servir. Puis... Mais les Américains, il y a quelque chose, hein. Maudit qu'ils sont fins. On n'a pas cette... Tu sais, les Québécois, on est chaleureux, on est sympathiques, là. Mais on n'a pas cette spontanéité-là. Ouais. En tout cas, je trouve, les gens là-bas, là, tu sais, ils te connaissent pas. Ils t'entendent parler une langue, ils savent même pas c'est quoi. Mais ils sont prêts ils te courent après avec une bouteille de whisky pour te donner un verre. Je sais pas si c'est parce qu'il était chaud raide ou si c'est culturel. Non, mais on est beaucoup plus froid qu'on pense. Tu sais, quelqu'un qui m'a écrit cette semaine, Danny, qui est un bon pirate, puis il me dit je reviens de Floride, il était parti un mois et demi, là, puis il est retourné pour sa business parce qu'il y a une business. Puis il dit c'est toujours surprenant la première journée, puis je le sais, on s'en rend compte. C'est toujours surprenant quand tu es parti longtemps, puis tu reviens. Puis tu as tendance à faire un sourire, jaser avec quelqu'un, le saluer, quelqu'un que tu connais pas, parce que c'est comme ça ici un peu partout. Et quand tu reviens chez nous, tu salues quelqu'un que tu connais pas, il regarde à terre, puis il est comme mal. Ça, c'est... On n'est pas si... Tu sais, on dit on a le sang chaud, on n'est pas si chaleureux que ça comme peuple. Je ne sais pas pourquoi on est le même. En tout cas, par rapport à eux, là, c'est toujours surprenant quand on voit ça. Mais c'était... Regarde, puis le tailgate, par exemple, il n'était pas si gros que je l'ai vu dans d'autres villes. C'était pas le plus gros tailgate ever. Là. Mais le stade, écoute, ça fait 20 ans qu'il est construit. Ils veulent tout ça. Ça se peut-tu que le tailgate, ils le font quand même sur Broadway pas mal, puis ils s'en vont à pied l'autre bord du pont? Oui, mais c'est parce que Broadway, t'as l'impression que c'est un tailgate permanent. C'est ça. C'est un tailgate 7 jours par semaine, 24 heures par... Écoute, ils ferment la rue le soir. Hein? Ils ferment carrément la rue. Le monde se promène dans la rue parce que là, il y a trop de monde sur les trottoirs. Puis le monde est chaud, raide. J'en ai rarement vu de même. Écoute, le monde, ça tombe à terre. T'en vois là, qui sont vraiment... Là, ils sont plus capables de marcher. Moi, une des places que je vais aller quand je vais y aller, c'est parce que j'écoute DIY sur XM Sirius. Donc, le vendredi soir, il y a le show, un peu comme nous autres, on faisait dans le temps de Radio X, le 6 à 6 extrême qu'on faisait le soir, le vendredi. Eux autres, ils font ça de 4 à 7, puis ça s'étire longtemps. Là, c'est en ondes, live, au Margaritaville. Donc, c'est la brosse là-dedans. Ça crie, ça beugle. Je suis allé au Margaritaville, mais je pense qu'il est en construction. En tout cas, ils sont en train de changer de quoi. Là. Il y avait plein de panneaux, puis il y avait des sections fermées. Puis c'était pas trop, il n'y avait pas beaucoup de monde. Fait que je pense qu'ils sont en train de renipper ça. Là. Okay. Fait que je suis pas allé au bon moment. C'est une place très, très populaire. Ouais. C'est un des principaux coins de rue. Là. Il est direct sur le coin. Exact. Fait que c'est... Non, c'est un trip. Une fois dans sa vie, il faut faire ça. Mais je veux te parler du stade. Le stade Nissan, je pense qu'ils l'appellent. Là. Oui. Ça fait 20 quelques années seulement qu'il est construit. Puis là, ils vont tous sacrer ça à terre. Oui, ils sacrent à terre et ils bâtissent sur le bord de la rue. Tabarnouche. Ben oui, dans le parking, ils vont construire un nouveau stade.
Et je pense que c'est ça, c'est dans le parking. malade. Il y a une affaire de condo à travers. Je pense que c'est un projet de 2,4 milliards total. Hey, c'est malade. Oui, mais le stade, il est encore bon, là. C'est incroyable. C'est incroyable. Écoute, Tu rentres là, tu dis, le stade-là, mets-les sur des roulettes, amène-les chez nous, on va le prendre, c'est sûr. Eh oui, c'est sûr, ici, on le prendrait n'importe. On n'a pas un stade au Québec qui est comme ça, là. Puis il est en béton, puis il est gros, puis il est sur le bord de la rivière. Ah non, c'est un. Puis la ville est belle, elle est plus belle quand tu es de ce côté-là. Tu sais, du stade, là, il y a comme une façade. Tu vois l'ancien port, là, parce que tu sais, la ville de Nashville, c'est sur le bord d'une rivière. Puis c'est là parce que justement, c'était un port, puis c'était le bateau pouvait se rendre. Les bateaux pouvaient se rendre. Fait que de l'autre bord, tu as comme toutes les vieilles façades qui ont gardé, puis tu as les gratte-ciels en arrière. Fait que tu sais, c'est beau, là, le visuel du côté du stade. C'est beau. C'est vraiment magnifique. Hey, il faut que je te parle. On change de sujet, il faut que je te parle. Parce que... Dernière affaire. Oui. Il y a un pont, le pont qu'on traverse à pied, c'est l'ancien pont. Mettons, c'était le pont de Québec, là. Voyons, là, ils se sont dit, il scrape le pont. Fait qu'on va mettre un pont piéton. Puis il y a un pont, juste les piétons, juste les vélos. Puis, mais au lieu de le sacrer à terre, ils ont décidé de faire un pont piéton. C'est mon idée pour le pont de Québec. Mon idée pour le pont de Québec, c'est un pont de skidoo, un pont de vélo, puis un pont de side-by-side. Mais ça marche à Nashville. Le monde l'utilise, là. C'est noir de monde, là. Il y avait beaucoup de monde sur le pont, puis le monde, ils prennent le pont pour vrai, là. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a faire de pont, là. Non, mais tant qu'elle sacre à terre ou de mettre 400 millions pour le peinturer. Non, mais ça ce que je veux dire, c'est que n'oublie pas que si on condamné ce pont-là, ils n'ont bâti un autre dégueulasse, ça, là. C'est dégueulasse. C'est vraiment dégueulasse, ça. Ouais. Hey, t'es en manchette, t'es en vedette dans le Journal de Québec de ce matin et même Journal de Montréal. On dit que la pagaille est prise dans ton parti puis que là... Hey, moi, les sources anonymes, ça m'énerve. Papoté, on est deux, Jeff. Ah, ça m'énerve. Il y a juste une source qui est fiable qui dit exactement ce qu'il faut. C'est Karim El Ayoubi, notre président, notre nouveau président de la commission politique, qui dit qu'on a toujours été un parti autonomiste. Mais c'est sûr que, puis je l'ai dit, puis je vais le répéter aujourd'hui, il va falloir qu'on définisse c'est quoi, parce que ça a fait beaucoup jaser. Puis c'est normal, parce qu'on n'a pas eu beaucoup de temps pour le définir, on n'a pas eu beaucoup de chair autour de Tu parles de quoi, l'autonomie? Oui, ça veut dire quoi, l'autonomie? Ça veut dire quoi, ça? Bien, c'est ça, il va falloir qu'on le définisse. Autonomie, ça veut dire respecter le Québec dans ses champs de compétences tout en le faisant à l'intérieur de la Fédération canadienne. C'est pas de référendum. Tu gagnes pas de vote avec ça, là. Mais tu gagnes pas de vote, mais il faut que tu aies une position. Je veux dire, quand on te demande qu'est-ce que tu fais sur l'axe constitutionnel... Ça, c'est pour répondre aux journalistes. Mais parce pour que le monde ordinaire, ça ne dit rien. Mais ça les intéresse beaucoup, les médias. Là. Ils sont beaucoup là-dessus, eux autres. Je sais. Et pendant la campagne électorale, c'était difficile à définir. Moi, je veux qu'on ait plus de chair autour de l'os. Je veux qu'on puisse définir clairement qu'est-ce qu'on veut en matière d'autonomie, c'est quoi nos compétences, qu'est-ce qu'on va faire quand le fédéral... Parce que Trudeau, là, tu sais, ils ont raison, là, présentement, de certaines provinces qui disent qu'il envahit des champs de compétences, puis il essaye toujours de gruger du pouvoir. Mais François Legault, il a beau hurler, il n'y a aucun résultat concret. Il fait que se chicaner avec Ottawa, mais il n'avance pas, puis il ne veut pas créer d'alliance avec les autres provinces. Et ça, je pense que c'est un gros problème qu'on a présentement. Fait que c'est ça, on va définir ça. Autonomie ne veut pas dire s'isoler. Non, au contraire, ça veut dire tendre la main aux autres provinces. Puis ça veut dire faire des alliances. Puis de par nature, Jeff, les conservateurs, puis là, c'est pas juste les conservateurs du Québec, là, les conservateurs fédéraux, les conservateurs des autres provinces canadiennes sont normalement beaucoup plus autonomistes, alors que les libéraux, les néo-démocrates, eux autres sont plus centralisateurs. Eux autres, ils croient plus à un gros gouvernement à Ottawa. Ta chum Smith en Alberta, qu'est-ce qu'il a... Daniel Smith. Daniel Smith, il y a quelque chose qu'il a fait. Oui. C'est un projet de loi. Elle a adopté un projet de loi qui s'appelle la loi sur la souveraineté de l'Alberta à l'intérieur d'un Canada uni. Bon, il y a du monde dans ta gang qui voudrait que tu fasses ça, là. Oui, c'est ça. Ce qu'elle dit, là, c'est que quand le gouvernement fédéral envahit ton champ de compétences, parce que, puis eux autres, là, ça n'a pas rapport avec la langue, puis la culture, puis l'identité, là, leur bataille, c'est avec l'énergie, OK? Parce que le gouvernement, les ressources naturelles, c'est un domaine de compétences des provinces. Pas juste pour le Québec, là, pour toutes les provinces au Canada. Le gouvernement fédéral, évidemment, vous comprenez qu'en Alberta, l'énergie, c'est un secteur hyper important, là. Le gouvernement fédéral, évidemment, s'ingère là-dedans. Puis eux autres, ils veulent sortir le fédéral de leurs compétences. Et le projet de loi qu'ils ont adopté, c'est pour permettre au gouvernement de sortir le fédéral quand ils font du chevauchement dans leur champ de juridiction. Grosso modo, là, je le résume de façon brève, là. Puis la Saskatchewan, qui est le gouvernement à côté, ça s'appelle le Parti saskatchewanais, mais c'est un gouvernement de droite, là, c'est des conservateurs.
parce que le Parti conservateur, au niveau provincial, il a disparu, puis il y a un nouveau parti qui est apparu, qui s'appelle le Parti saskatchewanais, mais c'est essentiellement c'est les anciens conservateurs. Eux autres aussi sont en train d'adopter, ou ils viennent d'adopter un projet de loi qui va dans le même sens là, pour respecter les juridictions de la Saskatchewan, notamment en matière énergétique, parce qu'en Saskatchewan aussi, le secteur de l'énergie devient de plus en plus important et stratégique. Après ça, tu as la gang qui veulent, d'après la source anonyme, puis on en entend parler, là, je ne peux pas dire que c'est juste une source anonyme, on en entend parler, puis on avait déjà jasé un peu. Je sens qu'il y a beaucoup de monde à l'intérieur qui veulent que le Parti conservateur du Québec devienne un parti québécois de droite. Est-ce que je me fais une belle image? Bien, c'est pas si radical que ça, là, mais il y a des gens, effectivement, qui sont plus nationalistes, il y en a qui sont moins nationalistes. C'est pour ça qu'il va falloir qu'au Congrès, en 2023, on définisse clairement une position. La position actuelle, elle n'est pas suffisamment claire, de toute évidence. Pendant la campagne électorale, je m'en suis rendu compte. Donc, il va falloir faire ça. Puis je pense si jamais les membres décident d'aller vers cette place-là, qu'est-ce que tu fais, toi? Bien, écoute, ils ont déjà décidé des choses avec lesquelles je ne suis pas d'accord, Jeff, hein, comme tu sais. Là. Oui, mais tu sais, mettons que l'orientation du parti change. Ça, je me rappelle, on avait parlé d'immigration. Mais mettons que c'est vraiment là, vers ce que. La source anonyme, là, ça va vers ce que lui dit. Là, genre, après moi, tu ne seras pas très à l'aise avec ça. Là. Non, mais je le sais, c'est quoi à peu près les proportions de Jeff. C'est à peu près 13% du parti. OK. Mais ça existe. Et il faut trouver, tu sais, en politique, tu additionnes, tu ne soustrais pas le monde, là. Il faut trouver une façon de s'entendre. Moi, je pense que la voie de passage n'est pas compliquée. Il faut que ça soit clair pour tout le monde qu'on n'est pas dans le business de chicaner avec Ottawa. Parce que François Legault, là, il a beau dire qu'il n'est pas souverainiste, il est quand même dans une business de chicaner avec Ottawa. Mais encore aujourd'hui, là, il cherche des chicanes avec Ottawa. Il n'est pas dans les solutions, il est dans les chicanes. Et moi, ce que je pense, c'est qu'il faut aller ailleurs. Il faut essayer de rassembler les Québécois. C'est parce que lui, il a toujours en arrière de la tête l'idée de la séparation, pareil. Même si c'est pas dans le programme, c'est là. Il ne dit jamais ça, mais il n'est pas dans une dynamique de trouver un deal avec les autres provinces puis de trouver une façon que le Québec soit autonome dans ses juridictions. Il est dans une business de trouver des chicanes avec Ottawa pour se donner du crédit politique. Puis attirer les péquistes vers lui. Puis ça a très bien marché. Là. Pourquoi tu penses que Bernard Drinville est allé avec lui, puis Caroline Saint-Hilaire, puis toute la gang de péquistes qui ont voté aussi pour la CAQ? Le Parti québécois a encore descendu aux dernières élections au profit de la CAQ. N'oubliez pas ça. Là. Donc, François Legault, à cet égard-là, il a réussi son pari de devenir le PQ 2.0. Là. Oh oui, c'est fait. Il y a juste les péquistes qui ne le savent pas. Il y a juste les péquistes restants qui le savent. Ce qui reste du PQ, il reste 3 députés. Il y en avait 10 là, il y a 2 mois. Là. Fait que c'est ça. Mais moi, je pense qu'il faut qu'on trouve une voie de passage qui est... On est un parti qui veut être autonome dans ses compétences, mais on est un parti qui veut le faire à l'intérieur du Canada puis qui veut bâtir des alliances avec les autres conservateurs. On a des alliés, il faut aller l'exploiter. Puis c'est sûr que quand tu arrives, puis c'est niaiseux, là, Jeff, mais quand tu as le brand conservateur comme parti au Québec, puis tu parles avec ton homologue d'une autre province qui a le brand conservateur, ça aide. Puis quand il y a des conférences pan-canadiennes, moi, je t'ai invité de temps en temps, là, j'y vais, là, puis tu rencontres les autres leaders conservateurs du Canada. Puis il y a comme une alliance conservatrice. Là. C'est pas explicite, là, mais ça aide. C'est pas toujours... On n'est pas toujours... Ça ne veut pas dire qu'on est toujours d'accord, là, mais ça veut dire qu'il y a une communauté d'esprit, puis il y a comme il y a une affiliation naturelle. Là, puis le mot conservateur, il n'est pas insignifiant. Il faut que je te pose une question là-dessus, d'ailleurs, sur la force du mouvement conservateur. De plus en plus, c'est clair là, que ces mouvements-là, à travers, je dirais, concentrons-nous sur l'Amérique, là, on voit les centres de plus en plus extrême-gauche, on voit de plus en plus on s'éloigne de la ville, donc on commence vers les banlieues un peu plus loin, on sort du pont, puis là, on sent que les valeurs ne sont plus les mêmes du tout. Mais quand même, il y a, avec l'appui des médias, l'appui des grandes compagnies de technologiques de Silicon Valley, on sait que c'est très, très, très à gauche, très woke, très, très démocrate. Toronto est dans la même patente, Montréal est à la même place, centre-ville de Québec, surprenamment, deux communistes élus dans ce coin-là. C'est quand même, il y a quand même beaucoup d'ouvrages. Puis je vois que Mme Smith est talonnée par le NPD pas mal pour, quand je regarde les intentions de vote en Alberta, le NPD est vraiment haut. Donc, il y a un défi pareil. Là. Je veux dire, nos idées sont les meilleures, nos valeurs sont les meilleures, mais l'armée est tellement puissante et les villes sont de plus en plus peuplées, donc aide beaucoup ces extrémistes de gauche-là à garder le pouvoir parce qu'il y avait un test là, cette semaine avec Justin Trudeau et Poilievre
Donc, Oui. faut être En clair, là, c'est une Mississauga, là. place qui a été libérale quasiment tout le temps. On a mis une star libérale là, qui est un gars qui était au gouvernement et un ministre des Finances connu. C'était un inconnu ou presque pour le Parti conservateur de Poilievre. Moi, j'ai comme l'impression que Poilievre s'est pas battu bien parce qu'il savait qu'il n'y avait rien à gagner là, que c'était dans le sac. Mais il y a quand même, le message est utilisé, la défaite de Poilievre est utilisée en ce moment pour dire « Ah, ben finalement, Poilievre, il n'y en a pas d'effet, il n'y a pas de ci, il n'y a pas de ça. Les conservateurs sont dans le trouble. » Jerry a même dit cette semaine, puis je l'ai appuyé, j'ai dit « Écoute, Trudeau va être au pouvoir jusqu'au temps qu'il décide. » Tu vois quoi de ce qui est arrivé en Ontario pour le mouvement conservateur? C'est une élection partielle, ça peut des fois être effectivement, ça peut être l'hirondelle qui annonce le printemps, mais ça peut aussi rien vouloir dire strictement rien. Là. Les 3 ou 4 derniers sondages qui sont sortis au Canada, incluant le léger, là, tous les gros sondages qui sont sortis mettent tous le Parti conservateur en avance puis mettent tous qui sont en progression au niveau fédéral. OK? L'élection, est-ce que l'élection partielle, parce qu'il y a toutes sortes de facteurs locaux aussi, là, c'est un ancien ministre des Finances au niveau libéral, provincial, qui était excessivement populaire. Comme tu l'as dit, c'est un comté qui traditionnellement est rouge. On n'est pas dans les comtés ciblés par les conservateurs s'ils veulent faire des percées. Ce n'est pas les premières places qui vont commencer à gagner. Le vote conservateur ne s'est pas effondré. Hein. Il est à 1 % je pense, d'écart avec ce qu'ils ont eu la dernière fois. Ce qui est arrivé, c'est que la gauche s'est encore plus ralliée aux libéraux. Donc, dans ce comté-là, fait que, je sais pas, j'ai... 26 % des gens ont voté, donc il n'y a quasiment pas de monde qui ont voté. C'est ça, il y a le 3/4 puis du monde lui, qui comme est je te resté dis, comme chez on eux. le disait, c'est une vedette. Là. C'est lui qui va devenir... Il y a un remaniement ministériel qui s'en vient avec le fédéral parce que la madame qui est là aux finances partirait pour une job de je ne sais pas trop où dans le monde. Là. Elle quitterait la politique pour être placée quelque part. Et celui qui va devenir le ministre des Finances, c'est lui qui a gagné cette semaine. Donc, tu sais, c'était une star. Donc, est-ce que Poilievre s'est vraiment battu? J'ai l'impression que non. Non, mais c'est ça, ils n'ont pas fait beaucoup de ralliements. Il parlait quasiment comme défaitiste pendant la campagne. Il n'a pas été beaucoup dans le comté. Je ne sais pas pourquoi les conservateurs ont décidé, peut-être qu'ils savaient que c'était perdu d'avance, mais il y avait une stratégie bizarre pour cette circonscription-là, mais je ne peux pas en dire plus parce que je ne suis pas dans le secret des dieux. Mais la prochaine élection fédérale, tu as raison sur une chose, Jeff, elle va être très importante. Est-ce que... Oui, c'est parce qu'elle est importante pour nous et pour le parti, pour le tien. Ah non, mais même pour le Canada. Oui. Je veux dire, c'est une élection très, très signifiante, la prochaine élection, parce que les libéraux sont usés. Veut pas, là, ça fait longtemps qu'ils sont là. Là, le NPD, tu as vu ça, le NPD menace de mettre fin à la coalition. Donc, on va peut-être aller en élection en 2023. Là. La probabilité serait même qu'on va en élection dans la prochaine année. Là. Et ça va être un tournant majeur. Est-ce que cette nouvelle droite-là va réussir à percer ou est-ce que Trudeau va, comme tu dis, là, s'incruster là pour encore 10 ans? Ça va être une grosse élection. C'est une élection qui va changer. Il y a quelques élections qui changent. Il y en a une par génération. Moi, je pense que la prochaine, c'est celle-là. Là. Ça pourrait être l'élection qui fait une différence. Puis, je ne vois pas... moi, personnellement, je pense encore que les conservateurs peuvent gagner. Je pense encore que le mouvement conservateur a changé. Mais je vois que, je ne sais pas si tu as remarqué, là, mais plusieurs journalistes, là, ils se servent de l'élection partielle qu'il y a eu à Mississauga pour dire que le problème avec Poilievre, c'est parce qu'il ne parle pas assez aux médias. Ouais. Ils veulent se servir de ça parce qu'ils sont frustrés. Parce que lui, il a une attitude assez particulière avec les médias. Il leur parle très, très, très peu. Là. Oh, il dit que c'est à cause de ça. C'est ça, il essaie d'utiliser ça pour. Ils disent que c'est à cause de ça qu'il n'y a pas eu un bon score au partiel. Puis là, ils veulent qu'ils parlent aux médias. Ils veulent, parce qu'eux autres, ça ne fait pas vendre de copies qu'ils ne lui parlent pas. Mais non. Et donc, ils veulent avoir accès à Pierre Poilievre. Est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça ne va pas marcher? Ça aussi, ça va être intéressant à observer dans les prochains mois. Là. Est-ce que Pierre Poilievre va répondre à leur demande ou pas? Tu t'en vas te faire jouer dans les dents par quelqu'un que je connais bien, donc tu as un rendez-vous. Mais avant de partir, je pense que tu veux souhaiter joyeuse fête à tout le monde. Est-ce que tu leur dis de tester les gens en rentrant, de s'assurer que les gens sont vaccinés récemment? Est-ce que tu leur dis de porter des masques et de laver les mains aussi en rentrant? Profitez-en, ça fait 2 ans qu'on n'a pas fêté. Cette année, c'est le temps de se laisser aller, de se lâcher lousse. D'ailleurs, j'ai une forme d'inquiétude de voir que là, c'est rendu qu'on a même un directeur de santé publique qui fait des conférences de presse. C'est plus pour nous parler de la COVID, c'est pour nous parler de l'influenza. Oui. Là, on oui, c'est ça. Là, une nouvelle façon de faire. Puis là, ça va être quoi la prochaine? Là? À chaque fois qu'il va y avoir n'importe quoi, il va y avoir une gastro, puis on va commencer à faire des conférences de presse nationale, puis monopoliser. Non, mais je veux dire, c'est quoi cette affaire-là? Ah oui. L'influenza, on en a toujours eu à tous les ans. Puis il y a des années qui ont été bien pires que d'autres. Là.
Et le directeur national de la santé publique faisait pas des conférences de presse live périodiquement pour alerter. Oui, mais au-delà de ça, là, puis leur dire de tout pas le monde fêter crie Noël. au génie pour Dubé. Là. Ça va paraître quand, ça, dans son affaire? Bien là, à date, moi, je crie pas au génie. Tu as vu les chiffres qui sont sortis cette semaine. C'est pire que jamais. Notre système est en train d'imploser. Le système de santé est un désastre. Puis tout ce que le gouvernement dit, c'est soyez patients, soyez patients. Je m'excuse, là, mais ça me rappelle que Gaétan Barrette, il y a plusieurs années au Parti libéral, nous disait ça, soyez patients, que les résultats de sa réforme s'en venaient. Les Québécois sont très patients, puis les patients sont tannés d'attendre. Là. À un moment donné, là, l'attente n'arrête pas de monter. Le nombre de gens qui se font soigner hors délai et hors de contrôle. On a le pire système au Canada en termes d'attente. Non, mais les gens ont voulu continuer. Ça, il ne faut pas oublier ça. continue. C'est pas une joke là, quand on dit ça là, en passant. Là. Il n'y a pas de joke là, de dire ça. C'est juste que je vois des gens se plaindre qu'ils se font barouetter à l'hôpital, qu'ils mangent de la chenoute, qu'ils sont couchés sur un banc, personne ne s'occupe d'eux autres, qu'ils attendent 24 heures avant d'être vus, qu'un enfant a été retourné chez eux, qu'un bras cassé avec une fracture ouverte. J'en vois plein d'affaires. Mais sacrément, la majorité de ces gens-là ont voté pour la CAQ. Ils s'attendent à quoi? C'est une excellente question. Là. C'est sûr que la CAQ continue, mais on continue à descendre, puis on continue à faire attendre le monde, puis on continue à allonger les listes d'attente. C'est pas chic. Là. Ça fait 2 jours là, que je lis ça, puis je me dis, tabarnouche, il faut qu'on donne un coup de barre. Là. Ça se peut pas que les 4 partis continuent à défendre ce monopole public inefficace. Bon, joyeuse fête tout le monde! Joyeuse fête, notre ami Éric Duhem, puis bonne chance pour en fin de semaine. Merci. On va se reparler après les fêtes au mois de janvier. J'espère Éric bien. Duhem est avec nous autres sur Radio Pirate Live. Dans quelques instants, un mélange de boîtes, de poubelles à Jeff, mais surtout, on lance le week-end avec l'aubergiste parce qu'on est jeudi. Jeff Fillion. Fresh. 100%. 100% pirate. Hey, l'aubergiste, c'est le week-end! Oui, j'ai soif. L'aubergiste lance le week-end officiellement. Je t'ai même pas demandé quelle couleur qu'on était. C'est pour ça que j'ai resté tranquille. J'ai dit, je vais faire une surprise. On va aller dans les bulles. Oh boy! Parce que il va rester un aubergiste mercredi prochain. Donc, il va rester... J'ai quelques vinos là, pour le temps des fêtes. J'avoue que c'est une bonne idée. Oui, un petit vino pour le temps des fêtes, ça va bien faire. Mais là, pour les fêtes, ça prend des bulles aussi. On s'entend-tu que on aime beaucoup les bulles. Mais avant, il faut que je vous parle de La Fontaine Vin et Liqueurs. la-fontaine.ca. C'est tout à fait extraordinaire. Un service d'importation privée de vin. Tout est simplifié. C'est facile. Moi-même, j'ai une caisse de vin qui m'attend présentement à la SAQ. J'ai fait affaire avec La Fontaine, ça a bien été. Et en peu de temps, ma caisse est arrivée à la SAQ pour moi. Donc, c'est la-fontaine.ca. Vous allez adorer ça. Vous allez trouver ça super le fun. Donc, mes bulles, regarde, les bulles, c'est cher. On parle de champagne, c'est toujours assez dispendieux, une bulle de champagne. Facilement, on voit du 75, du 80$. Oui, il y en a quelques-uns, là, peut-être dans le coin de 60 ou à peu près. Mais j'ai peut-être des bulles, j'ai des bulles économes, puis très bons. Oui, je sais, il y a des cavas extraordinaires, il y a plein de... Mais j'ai une bouteille vraiment le fun. Donc, on s'en va où? On s'en va à Saint-Cyr, en France. 300 km ou à peu près au sud-ouest de Paris. Et là, c'est quoi? Bien, c'est la région de la Loire. La Loire qui est un grand fleuve qui serpente en plein centre de la France. La Loire qui est... Mais quand on parle des vins de la Loire, Jeff, on parle 75%, c'est du blanc et du rosé. Beaucoup de blanc. Donc, la Loire, c'est ça. Là. Il y a un peu de rouge, mais c'est très blanc, la Loire. Donc, mais la star de la Loire, pour moi, la vedette, oui, il y a du Sauvignon blanc, extraordinaire. Puis je pense que la star, c'est le chenin blanc, le cépage chenin blanc. Donc, le chenin qui est... C'est drôle, le chenin, parce qu'il se transforme un peu. Quand il est plus vieux un peu, il vient des fois un petit peu plus brioché, un petit peu plus sur le miel, mais du chenin, c'est très, très bon, ça n'a pas de sens. Souvent, les vins de la Touraine, justement, ou les Vouvray, les fameux Vouvray, V-O-U-V-R-A-Y,
C'est extraordinaire, un Vouvray. Là. Ça pêche, il y a un petit côté noisette, c'est super bon. Donc, la Loire, il y a du vin fantastique. Et en Loire, ben, il y a des bubules, il y a beaucoup de bubules, c'est ça qui est le fun. Alternative au champagne. Je dis alternative. C'est pas la même méthode de fabrication. Je vous fais ça simple, très, très simple. Il y a la méthode ancestrale, puis la méthode champenoise. La méthode champenoise, c'est quoi? Ben, c'est ce qui se fait en Champagne. Première fermentation en cuve. Après ça, ils foutent ce qui est fermenté dans la bouteille. Ils ajoutent de la levure, ils leur font vieillir. Et là, ils vont rouvrir la bouteille à nouveau pour enlever le dépôt. Ils vont rajouter une liqueur de dosage pour balancer le sucre dans le champagne. Ça, c'est la méthode champenoise. La méthode ancestrale, ça, c'est la vieille méthode. C'est tu mets le jus dans la bouteille, le jus qui est sucré un peu, et là, il y a une fermentation en bouteille et le sucre naturel fait les bulles dans la méthode ancestrale. La fois, c'est que la méthode ancestrale, Jeff, c'est souvent, la plupart du temps, il y a juste un petit peu de moins de bulles que le champagne, disons. Mais les bulles peuvent être très, très fines. Ils ont des techniques tout à fait très hautes aujourd'hui. Mais c'est l'ancienne méthode. Et l'affaire, c'est que tu peux avoir du super jus. De la méthode ancestrale, c'est bon. Ça n'a pas de sens. Puis c'est pas cher. C'est ça qui est le fun. 21,75 $. C'est bon, ça n'a pas de sens. Donc, le nom, c'est Julien Fouet. On va dire Fouet. F-O-U-E-T. PMG. Il y a un gros PMG. Je vous le dis, l'étiquette n'est pas belle. L'étiquette est... Tu ne l'achètes pas pour l'étiquette. Tu l'achètes pour ce qu'il y a dedans. PMG, ça veut dire pour ma gueule. C'est une expression un peu du secteur. Pour ma gueule. Donc, je fais du vin pour ma gueule. Donc, pour moi. Donc, méthode ancestrale. 100% chenin blanc. Là, on est quoi? Un peu comme sur la lime. Il y a un petit côté lime. Les bulles sont fines. Vraiment pas bourratifs du tout. On appelle ça un pétillant naturel. Ils appellent ça des pétnates, en fait de compte. Pétillant naturel. Eux autres, ils exportent, c'est pas compliqué. Le tiers est exporté de leur production. États-Unis, Canada. Et l'autre tiers, c'est les restaurants en France. Et l'autre tiers, c'est des gens qui passent sur place s'acheter des bouteilles. Fouet, c'est vraiment, vraiment le fun. Puis c'est artisanal. Là. C'est bio, artisanal. Ils ont un style vraiment spécial. Donc, moi, je pense que vous allez adorer ça. J'en ai déjà parlé, je pense, il y a plus de 2 ans, de ce pétillant-là. Je peux dire, ce vin. Si tu le dis pas au monde, là, ils vont dire qu'ils boivent du champagne. Là. Je vous le dis. Là. Est-ce qu'il y a du stock en magasin? Dans la région de Québec, on va dire, il y a quoi? À peu près une quinzaine de caisses dans la région de Québec. Montréal, il y a du stock pareil. Dans le coin de Griffintown, justement, il y a du stock. Laval, sur Curie-Labelle à Laval, il y a 4 caisses. Donc, fouinez un peu. Jonquière, il y a 5 caisses. Donc, c'est intéressant. À 21,75 $, tu te fermes les yeux, tu rouvres ça. Puis, qu'est-ce qui est le fun? Qu'est-ce qui est extraordinaire? C'est comparé au champagne, no sugar. Le champagne, là, on s'entend que le champagne, des fois, tu pognes du 8, 9, 10 grammes de sucre au litre. Et là, quand tu vas dans... Oui, champagne ordinaire, c'est ça. Et quand tu vas dans... Le brut, je parle. Quand tu vas dans le demi-sec, on pogne du 50, 60 grammes de sucre au litre. C'est pour ça que quand tu bois du demi-sec, là, tu fais un party, tu sors le demi-sec. Le monde va dire, ton champagne est donc bien bon. Ah oui, il est bon. C'était du demi-sec. C'est du bonbon, c'est extraordinaire. Mais là, c'est pas ça. Si vous êtes keto puis vous voulez prendre de la bulle, Fouet, c'est pour vous. Là. 1,2 g, c'est le minimum. 1,2 g de sucre dans du pétillant très, très bon. Je pense que c'est un bon deal. 21,75 $. Fouet pour ma gueule. Donc, et voilà. Ça veut dire qu'on lance officiellement la fin de semaine Right Now live. Ah oui, on sort les bulles. Wow, on sort les bulles. Puis on l'accumule. Bon week-end, Mr. White. Bon week-end, Jerry. Bon week-end, les pirates. Puis, comme cadeau, ben, vous avez Boileau à TV qui vous parle de d'orniflage, puis de grippe, puis de patente de même. Donc, mais hey, j'ai des breaking news que j'ai pas... Hey, je sais qu'on fait un petit bout de boîte pour finir,
Mais juste avant un bout de poubelle, 2-3 petites affaires vite. Guillaume Lepage, qui est en crise après Twitter, a finalement retrouvé son compte. C'est drôle pour quelqu'un qui est zaï de même. Il est déjà dessus en train de jaser. C'est quand même assez spécial. Moi, c'est drôle. Hein? Si j'étais en crise comme il l'était, là, je me dirais, regarde, c'est fini à jamais. Mais je veux juste répéter à mon ami Guilla, ne jamais cliquer sur des textos que vous avez qui vous donnent 500$. Genre, la CAQ vous donne 500, vous n'avez qu'à cliquer ici. Remplissez telle affaire. Ne cliquez pas sur ces affaires-là, ça ne marche pas. Donc, c'est Guilla ne clique pas sur ça. Non, voilà. Juste vous dire que, t'as peu, voir. On a différentes petites nouvelles. Vous savez, je pense que c'est la continuité ce soir de, pas William, mais de Harry et Meghan. Oui, c'est ce soir. OK. Donc, vous savez que moi, ça ne m'a pas intéressé plus qu'il faut. J'ai regardé un peu. Ma blonde l'a écouté au complet. Elle a bien aimé. Moi, c'est pas mon style ben. Je sais que Mr. White adorait ça. Et je suis certain que mon ami Jerry, c'est le genre de patente qu'il aime. Je me garde ça pour le temps des fêtes. Moi, elle m'énerve un peu. Donc, c'est peut-être ça. J'ai peut-être des préjugés. Donc, c'est peut-être ça mon problème. Lui, de ce que j'ai vu, à un moment donné, je regardais du coin de l'œil. Ça a l'air d'un gars avec qui je pourrais prendre une bière. Mais la nouvelle que nous apprenons ce matin dans le New York Post me surprend zéro. Ça nous dit que Harry aurait été, tout le long de sa jeunesse, bullié par William. Je connais pas bien la famille royale. Je sais que tu connais plus ça que moi, Jerry. Mais c'est drôle, hein? Ça me surprend zéro comme nouvelle. On voit que William, c'est le alpha, même si c'est sûr que, bon, il fait pas disco là, avec son allure, mais écoute, la madame est correcte. La madame, elle fait très Lady Di en cheveux bruns. La famille est parfaite. 3-4 enfants qui jouent dans le nez, etc. Donc, tu sais, ils ont vraiment le chemin tracé pour devenir le roi, puis là, la reine, je ne sais pas trop quoi son nom. Là. Je ne sais pas ce qu'elle devient, elle, mais lui, tu es là. L'autre, tu le voyais même jeune, que c'était le fils à sa mère, qui avait les traits de sa mère. Puis la réaction qu'il a face aux médias, puis aux paparazzi, puis aussi d'avoir tiré la plug avec Meghan, ça fait partie de tout ça. Là. Lui, il n'a pas le caractère. Je pense que c'est pas un gars qui est solide. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas un bon gars, là, mais je veux dire, c'est pas un gars qui a du caractère. C'est pas un gars qui est assez fort pour être dans une vie folle comme celle-là. Et de savoir ça, je ne sais pas toi, là, mais moi, ça me surprend 0. Mais son père, Charles III, il a été bullié lui aussi, dans sa jeunesse. Là. OK, par qui? Par les élèves de l'école. Là. Il a été brassé pas mal, Charles. Et si bol. Ben oui, parce qu'à un moment quand il était jeune, ses parents à lui, autrement dit, ils voulaient le mettre dans une autre école. Ben, il était déchiré parce que la reine, elle voyait que c'était un enfant fragile. T'sais, on a vu ça dans la série The Crown, en espérant que tout est vrai. Là. Mais elle voyait que c'était un enfant un peu fragile. Ça fait qu'elle voulait l'envoyer dans une école privée où que tout le monde était super protégé, puis tout ça. Puis lui, il voulait plus l'envoyer dans l'école où est-ce que lui, il était allé. Puis qui était une école un peu plus tough, avec des valeurs de base, où il n'y avait pas de différence entre tous les élèves, quelle que soit l'origine où est-ce que tu arrivais. T'sais. Puis ce qui fait que lui, il avait vécu ça, puis il avait trouvé ça formateur quand il était petit, puis il dit non, on va envoyer Charles là, puis ça va le former un peu, ça va le déniaiser un peu, parce que c'était vraiment un enfant renfermé et fragile. OK. Est-ce que tu penses qu'il est boulié par la madame Pobel? Moi, je pense que oui. Moi, je pense que oui. Oui. Moi, je pense qu'elle met le strap-on. Oui, c'est elle. Ça, c'est j'en suis OK, puis elle tient par les oreilles? Oui. Oui. Mm-hmm. Oh, arrête, l'image est complètement capotée. non. Le roi qui se fait souligner par la madame. Oui. Oui. C'est quand comme même dans le Billions. J'ai pas vu ça. Regarde. Hey, qu'est-ce que t'as dans la boîte, Jerry? J'ai pogné quelque chose. Vas-y donc. Regarde, j'ai pogné quelque chose. Ça m'a donné comme un petit coup. Bon week-end! J'ai tellement hâte de manger un burger, prendre de la bière. Oui, non, j'ai un petit quelque chose vite. J'ai vu passer ça. C'est par rapport à l'automobile. Puis tu sais, les taux d'intérêt, puis on parle beaucoup de taux d'intérêt pour les maisons, tu sais, mais les taux d'intérêt pour les autos. Ah, les autos, c'est malade. Ah non, regarde.
Je te fais le scénario que j'ai vu. Je te fais ça, là, c'est ce que j'ai vu passer. Là. Comment on dit? Tu achètes un véhicule qui vaut 50 000 $. Ça, c'est avant. On recule dans le passé. Quand les taux d'intérêt étaient à 2 il y a eu des prêts à 2 5 ans dans l'automobile, pour vrai. Là. Ça a duré un bout de temps. Là. Donc, c'est ce que je vois là, dans ce que j'ai lu. Donc, l'automobile coûte 50 000 $. Tu fais 60 paiements à 876 $ par mois. Rendu au bout, ton char, il t'a coûté 52 600 $. Et le départ, c'était? Ça, c'est 50 000 $. Tu payes 2 600 $ d'intérêt. À 2 Oui. Et l'autre? Sur 5 ans. Là, aujourd'hui, on est à 9 %. Donc, la même voiture, ton paiement il n'est plus de 8,76. Ton paiement est de 1038. Mais rendu au bout, mais ça, tu dis, ouais, c'est raide. Oui, c'est raide, mais c'est rendu au bout. Ton char, il te coûte 62 300. Donc, je fais un chiffre rond, là. C'est 10 000 $. C'est 10 000 $ de plus. C'est 10 000 $ sur 5 ans d'intérêt de plus. C'est ça la différence. Là, ton char te coûte 10 000 de plus. Non, c'est fou. C'est fou. Ça, là, Jeff, là, je pense que dans l'industrie d'automobile, il va falloir qu'ils trouvent des solutions, des manières peut-être de location encore plus courtes. Je sais pas. Il y a quelque chose qu'il faut qu'ils tripotent parce que il y a un carnage qui s'en vient. Ces prix-là, ça ne marchera pas. C'est sûr. Ah non, ça ne marchera pas. Hey, avant que tu passes à ton autre nouvelle dans la boîte, tu connais mon chum Zoubi? Oui. Mon chum Zoubi, il est rapper, il a toutes sortes d'affaires, mon chum Zoubi. Et il exprime dans un tweet hier ce que je dis depuis longtemps. Et je suis content de voir que je ne suis pas le seul à penser des affaires de même. Il dit, un des plus gros problèmes de notre société moderne, c'est que les gens s'ennuient. Ils sont confortables et ils sont complaisants. Et à cause de ça, ils s'inventent des problèmes à longueur de journée. Donc, quand vous voyez l'histoire de la jeune fille, et là que tout le monde, tous les journalistes vous demandent la question suivante sur leur compte Twitter. Mais pourquoi allez-vous si vite? Mais pourquoi? Où allez-vous si vite comme ça? Qu'est-ce que vous faites, les voitures? Tout le monde est là-dessus depuis 48 heures. C'est des gens, ben oui, il y a une tristesse derrière cette histoire-là. Mais je veux dire, eux profitent de cette tristesse-là pour essayer de créer des problèmes qui sont plus gros. C'est une histoire qui est arrivée et une histoire semblable n'arrivera pas avant. Ça va arriver dans 25 ans encore. Ça va prendre 25 ans. C'est pas comme si il y avait un enfant de 7 ans qui mourrait une fois par semaine dans les rues de Montréal, frappé par un char. Joie le vert, c'est la première fois de la vie que j'entends ça. De chez nous, là, une histoire semblable, c'est la première fois que j'entends ça. Donc, c'est un événement exceptionnel. Mais parce que les gens, dans notre société d'aujourd'hui, les gens sont confortables, ils sont complaisants, ils sont complètement bored, ils s'ennuient à mourir. Oui. Quand ils voient des histoires de même, c'est une opportunité pour mettre de la couleur dans leur vie. Et là, ils commencent à se monter des histoires des problèmes. Et c'est là qu'ils montent les problèmes. Toute la patente green, c'est ça. C'est des gens confortables qui ont trop tout. C'est un problème, c'est une histoire de riches. Pensez-vous qu'il y a des gens pauvres, ça boule, qui s'inquiètent dans 2 semaines avec la terre? Ils ont juste hâte de savoir ce qu'ils vont manger dans 3 heures. C'est ça qui nous arrive. Qu'est-ce que tu as pour finir dans la boîte, Jerry? J'ai vu ça sur taxpayer.com. Je pense que c'est contribuable quelque chose. Les autres, ils défendent le contribuable, puis je trouve ça très, très bien. Mais là, ils ont sorti un genre de... Ils ont réussi à avoir les papiers officiels du gouvernement du Canada, parce que quand tu fais des demandes au gouvernement, ils ont eu les papiers qui n'ont pas été clavardés. Ils n'ont pas été noircis là, pour dire on cache des affaires. Du dernier voyage de la gouverneure générale. Parce qu'à un moment donné, le printemps dernier, Trudeau il a demandé à la gouverneure, Mme Simon, Mary Simon, il a demandé d'aller faire un tour là, au Qatar. Au Qatar, puis elle est allée au Koweït, en tout cas.
un de voyage officiel qui n'a pas duré si longtemps que ça. Mais moi, j'ai mis sur mon tweet, c'est un tweet Jerry Pizza sur Twitter. Là. Mon tweet a marché un peu, là, gars. 123 likes, là, puis c'est correct. C'est extraordinaire ton tweet. Mais c'est ce qu'il y avait de bouffe. Puis là, je vous parle pas de la bouffe à l'hôtel là-bas, toute la patente de tapis rouge, puis les visites. Non, je vous parle de qu'est-ce qu'il y avait dans l'avion. Non, ça, c'est le voyage. Moi, quand je prends l'avion, là, OK, là, Air Transat me donne un genre de sandwich. C'est comme. C'est un biscuit au gingembre avec un sac de peanuts. Oui, une espèce de sandwich, moitié pizza, moitié. Tu sais pas trop. Ça goûte comme un peu le camphre. Je l'ai mangé, il n'y a pas de viande là-dedans. Non, il n'y a rien. Ça fait comme un peu bizarre. Puis après, il te donne un genre de petit lunch, une pincée de riz avec une patente de poulet. C'est correct. Là, ça veut dire, ça fait un job. Mais on a quoi? 8 heures d'avion à faire. Là. 7 heures, 8 heures d'avion à faire. On ne prend pas l'avion pour manger. Là. On s'entend-tu, mais ça dépanne. Mais eux autres, c'est pas ça. Là. Eux autres, c'est bœuf Wellington. Non, du bœuf en croûte, là. OK? C'est des crêpes, des assiettes de crudité, regarde, il y a tous les détails. Il y a tous les détails du stock qui a embarqué dans l'avion, parce qu'il t'a l'aller et t'as le retour. Les coûts. Exemple, mettons, tu sais, les citrons tranchés, là. Peut-être pour faire des drinks, c'est pas des citrons. Des petites causes de citron, là. Sont les 15$ de citron. Ah. Il y avait des plateaux, de crudité. Jeff, sont incroyables. Ils sont détestables à mourir. Je capotais quand j'ai vu. C'est l'élite. On va le dire, c'est ça. Là. Alors, il se paye une orgie à nos dépens. C'est l'élite là, qui rit nous autres. Là. Ça, souvent, c'est le même monde qui te dit de ne pas manger de viande. Mais comment ça se fait qu'il y a juste nous autres qui se rendent compte de ça? Comment ça qu'il y a juste notre gang qui sont... Le monde est où? Le monde est où? Le monde est diverti par quoi pour pas voir ça? Le monde est où, sacrément? C'est incroyable. Ils vont voir Éric Lapointe. Ouais, c'est ça. Ils vont voir Éric Lapointe, l'applaudir. C'est le gars... Le gars a soigné son ex-blonde, puis il a été reconnu, puis c'est comme s'il n'était rien arrivé. Hey, avant de partir pour le week-end, tu sais que je l'ai dit en ouverture, je mange un burger ce soir parce que le jeudi, on a le droit. C'est parce que ça, c'est les règles de Mme Poubelle. Oui. Mme Poubelle a ses règles. On ne peut pas en manger au début de semaine, c'est trop cochon. Et pour la fin de semaine d'après, le vendredi, samedi, dimanche, c'est pas assez. Oui. C'est pas assez. Ça fait pas assez fin de semaine, dans le sens qu'il faut que ça soit un peu plus de préparation. Ah non, on ne peut pas se nourrir avec un burger un vendredi soir. Why not? Mais le jeudi, on a le droit. Mais je t'avouerai quelque chose. Que si j'étais à Québec et que la cabane était encore ouverte, et salutations à ton chum qui était un très bon client puis qui est un pirate depuis la journée numéro 1, Marc, qui nous a envoyé des petits emails avec des photos souvenirs, des pizzas de chez Jerry, dont entre autres une vegan, bourrée de viande et entre autres de extra bacon. Donc c'est la vegan style Jerry Pizza. Excuse-moi, là. Je mange ça à soir. Non? Mais c'est drôle, hein? Une vegan extra bacon. Pense à ça. J'aime ça, moi. Ça, c'est pas woke. Ça, c'est pas woke. T'as vu les images, Jerry? Ben oui. Ça te fait de quoi? C'était la meilleure pizza. C'est la meilleure pizza de l'histoire de la restauration. C'est la meilleure. Mais ça t'a fait de quoi quand tu t'as envoyé ces photos-là, quand tu l'as ouvert? Ben, j'ai eu faim tout à coup. Hey, nous autres, parce que c'est notre cheat day. Là. Oui, c'est le cheat day. Mais là, je vais écrire à MC tantôt pour savoir qu'est-ce que j'ai le droit de manger. Oui, c'est vrai. Voilà, le week-end est lancé. Bon week-end, tout le monde. On s'en parle demain pour la dernière. On sera sur Radio Pirate Prime demain. Allez vous inscrire sur radiopirate.com si vous voulez être dans la famille. Vous ne regretterez pas. Vous ne regretterez pas. Les gens qui ont fait le saut adorent. Les autres, Radio Pirate Live, les Pirates Cheap, on vous adore aussi. Et on vous souhaite un bon week-end. Puis on vous parle demain, c'est clair, à compter de midi, en podcast ou live. Mon nom est Jeff Fillion avec toute la gang. On vous salue. C'est un gros show, gros show. On s'en parle demain. Bye. See ya! Online. Worldwide. Radiopirate.com